Bonjour pour cette nouvelle revue de presse de What News portant sur les vaccins, les autotests et puis aussi surtout l'état de la situation aujourd'hui sur la contamination, la propagation des nouveaux variants, en l'occurrence le brésilien et puis le britannique. Visiblement, le brésilien devient de plus en plus inquiétant. À mes côtés, Antoine Delplanque, notre correspondant à Mexico, journaliste qu'on salue, et il est 4 heures du matin, il est courageux. Notre deuxième chroniqueur, Robin Paris, et puis notre premier invité, donc le docteur Benjamin Clouzot, donc médecin réanimateur au CHU de Pellegrin à Bordeaux, et qui nous a fait l'honneur effectivement d'apporter son témoignage sur le sujet. Alors, docteur Clouzot, alors quelle est la situation à ce jour dans les hôpitaux et notamment de Gironde et notamment le vôtre à Pellegrin? Alors, nous à Bordeaux, on est depuis le début de la crise un peu dans l'originalité parce qu'on a été les premiers à accueillir les premiers patients européens il y a ça 16 mois. On a commencé à rentrer dans la maladie il y a 16 mois. Donc, on se traîne cette maladie depuis 16 mois. On a été cependant relativement protégés par rapport à certains de nos collègues de l'Est de Paris, de l'Est de la France, du Nord, qui, eux, ont eu des vagues épidémiques intenses depuis cette période-là. Cependant, nous, on a une espèce de plateau permanent depuis maintenant plusieurs mois qui est extrêmement épuisant pour les équipes, pour le moral des équipes, parce que ce plateau, il est là, avec des malades qui ne disparaissent jamais, on en fait sortir un, il y en a un qui rentre, et un épuisement, cette situation stagnante, en fait, est démoralisante, parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel. On avait beaucoup d'espoir dans la vaccination, et on voit surgir des variants, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, qui laissent redouter que la sortie d'épidémie ne soit pas si simple et pas si proche qu'on pouvait l'espérer. On voit apparaître des situations de fin de vie un peu difficiles à gérer. Alors, dès le départ, dans la première vague, parce qu'évidemment, il y avait toute la difficulté d'accès des familles, même si on a toujours souhaité rester ouvert, mais c'était compliqué. On voit des problématiques un peu différentes lors de cette deuxième vague, avec des contaminations intrafamiliales, avec beaucoup de culpabilité, des jeunes qui ont contaminé leurs parents et qui portent cette culpabilité. On voit apparaître avec la troisième vague des patients qui se contaminent juste avant leur rendez-vous de vaccination, ce qui est moralement difficile pour eux. Et puis, ce qu'on voit apparaître depuis peu, et j'en ai encore eu un cette nuit pendant ma garde, des patients qui étaient éligibles à la vaccination, qui l'ont refusé pour des mauvaises raisons, et qui finissent par développer la maladie et qui malheureusement vont en décéder. Enfin, en tout cas, c'est le cas de la patiente que j'ai reçue cette nuit. Donc, pour les équipes, il y a un côté lassitude qui est dur à porter. Et toutes les mauvaises nouvelles sur la vaccination et tous les retards, donc, je pense qu'on reparlera plus tard sur les difficultés d'installation de certains types de vaccins, d'acceptation initialement, puis maintenant d'effets secondaires, font qu'on a du mal à se dire que la sortie est proche, et je crains qu'il nous faille attendre encore plusieurs mois avant de devoir décanter cette situation. C'est une date particulière aujourd'hui. Je pense que le hasard n'y est pas pour rien, mais on est à plusieurs millions, enfin 1 million de morts dans le monde, 100 000 en France, 6 000 malades en réa toujours aujourd'hui. Donc, on n'a pas atteint de point de bascule encore. Et ça, c'est démoralisant. Et remettez-vous en cause quand même la responsabilité de l'exécutif par rapport à des prises de décision qui sont toujours prises en retard. Comme disait Martin Blachier, on a toujours 3 mois de retard minimum sur les autres, et que forcément, la situation actuelle de réouverture tardive par rapport aux autres, notamment des lieux publics, vous en pensez quoi Non, alors moi, je ne partage pas du tout ce point de vue. Très clairement, à mes yeux, il n'y a pas eu de défaillance du politique. C'était une crise absolument ingérable. Je pense qu'aucun pays ne peut s'enorgueillir d'avoir géré la crise mieux que les autres. Parler des réouvertures, je pense que vous faites allusion à la Belgique, à l'Angleterre. Il ne faut pas oublier que les Belges ont 23 000 morts pour une population de 11 millions d'habitants. Donc, quand on ramène ça en ratio, ça n'a rien à voir.
que les Britanniques ont 66 millions d'habitants, ont 130 000 morts, c'est-à-dire un tiers de plus de mortalité que nous, qu'ils ont, ils ont 130 000 morts malgré un confinement strict très très dur. Ils sortent tout juste d'un nouveau confinement strict très très dur. Donc, il n'y a pas, à mon avis, de pays qui peut dire on a fait mieux que les autres. Ce serait complètement utopique que de dire ça. Les politiques se sont engagés dans des politiques de soutien économique extrêmement coûteuses, qu'on paiera peut-être plus tard, tous ensemble, dans nos impôts, plus de 420 milliards de dépenses économiques. La politique sanitaire qui a été choisie en France, c'est-à-dire la gratuité des tests, par exemple, la logique vaccinale ciblée sur les patients qui mouraient le plus dans un premier temps était un choix, à mon avis, assez pertinent. La difficulté qu'on avait en France face aux vaccinosceptiques a été d'implémenter les vaccins sans les brusquer et finalement d'obtenir une adhésion de la population à la vaccination. Ça a pris un peu de temps, mais on y est. La population souhaite se faire vacciner. C'est d'ailleurs assez ironique quand on connaît le positionnement de la population vis-à-vis du vaccin ARN initialement, qui était rejeté complètement par la population sur le côté nouveau, moderne. Les stratégies de couvre-feu, de confinement ont été modulées dans le temps pour permettre, je pense, leur acceptation, parce qu'il était illusoire de vouloir refaire un confinement strict lors de ces derniers épisodes, parce qu'il n'aurait pas été suivi et ça n'aurait pas été accepté. Donc finalement, il n'y a pas à mes yeux de défaillance du politique. C'est une crise extrêmement difficile. Je vois deux défaillances en revanche dans notre pays. Une défaillance de la classe scientifique, de nos collègues, qui, pour certains, engouffrés, alors soit par un sentiment d'urgence, ils sont autorisés à faire n'importe quoi avec de la recherche qui n'en était pas, s'affranchissant de mesures basiques d'études randomisées, contrôlées, et proposant des thérapeutiques un peu magiques rapidement à la population qui était en demande de réponse. Ils ont piétiné la rigueur scientifique. Et puis, ils se sont engouffrés dans une médecine un peu populiste, un peu gouroutisée, relayée par la deuxième défaillance que je vois à mes yeux, qui est la défaillance médiatique, parce que les médias n'ont pas fait leur travail, dans le sens qu'ils n'ont pas su choisir les invités, filtrer les informations, rappeler la moralité scientifique, expliquer la complexité des choses, et juste essayer de trouver à chaque fois la personne qui est là pour faire le buzz et qui est là pour faire l'agitateur. Donc, il y a une vraie défaillance à mes yeux. Et c'est une défaillance d'autant plus grave que la population, elle, est confrontée à une autre source d'information que sont les réseaux sociaux, dans lequel, vous savez, il y a cet effet loupe où on ne retrouve dans les réseaux sociaux que ce qu'on cherche, et donc on a l'impression qu'on a raison parce qu'on est, par les phénomènes de concentration d'informations, clairement enfermé dans un cercle de gens qui pensent la même chose que nous, et cette source-là a pris le dessus. Et c'est pour ça que nous, médecins, moi à titre personnel, mais beaucoup d'autres de mes collègues, parce que moi j'avais un peu plus la tête dans le guidon, en tout cas au départ de la crise, mais on a voulu revenir sur les réseaux sociaux. Moi j'ai créé un compte Twitter pour essayer de passer une information la plus honnête possible, la plus éclairée possible, et pas m'engouffrer dans le populisme. Tout ça en continuant de faire mon métier de docteur à côté, ce qui n'est pas toujours facile, mais il fallait informer. Il fallait d'abord, dans un premier temps, et c'est ce que j'ai essayé de faire très tôt, c'était montrer la pandémie de l'intérieur pour mettre des images sur la situation. Moi, j'ai souvenir, c'est quelque chose que j'ai déjà raconté dans les médias, mais la première conférence de presse qu'on a fait à Bordeaux avec un parterre de journalistes, on leur explique ce que c'est un malade de réal, la lourdeur, tout ça. Et à la fin, la question du journaliste, c'est « Mais docteur, pourquoi ils ne se mettent pas sur le ventre tout seuls ?» Et là, je leur dis « Non, mais vous n'avez pas compris. Venez, posez votre manteau, mettez une blouse, et on rentre dans le service. » Et ça a fait une des plus belles vues de 20 minutes, un reportage qui tourne en boucle, parce que c'est la première fois qu'on rentrait dans un service de réanimation, que les gens prenaient conscience de ce que c'était cette épidémie, réellement, et pas ce que certains disaient comme étant une grippette encore à l'époque, pas grave, et un truc qui va passer tout seul. Donc il a fallu que nos collègues aillent sur le terrain médiatique, via les réseaux sociaux, via les plateaux télé, ce qui est contre notre nature. Hein. Moi, j'ai fait des dizaines d'interviews en direct depuis, mais je n'avais jamais fait ça avant parce qu'on n'avait pas besoin. Mais maintenant, c'est une nécessité. Maintenant, je pense que notre travail, enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois, c'est de maintenant donner corps à des chiffres. On s'habitue à des chiffres, on s'habitue à 350 morts tous les jours en France, et plus personne n'imagine ce que c'est derrière le drame familial, le drame individuel pour chacune de ces familles-là. C'est 350 personnes, c'est noyé, c'est bien, finalement, c'est 10 de moins qu'hier, c'est super, on est content. Non, aujourd'hui, 350 personnes qui meurent, c'est plus les vieux. C'est l'été au début de la crise. Quand il y avait 400 morts, dedans, il y avait 250 personnes de plus de 80 ans qui mouraient. C'est comme ça, c'est triste, mais c'est entendable. Là, les 350 qui meurent maintenant, c'est plus des vieux. Les vieux, ils sont vaccinés, et ceux qui meurent, c'est des gens qui ont des espérances de vie attendues de plus de 40 ans encore.
c'est ça qu'on doit maintenant arriver à faire passer comme information à la population pour qu'ils comprennent pourquoi on leur demande encore ces efforts de restriction de vie sociale, très chiante, excusez-moi du mot, mais très pénible, Non, que je subis comme tout le monde. faut appeler un chat un chat. Hein. Exactement. Voilà, donc moi la défaillance, elle est plutôt scientifique pour certains, journalistique très fortement. J'espère que notre interview pouvait participer à redresser ça, mais et plus que voilà. Après, la population, elle a fait un taf de folie. Enfin, elle s'est encaissée des restrictions, elle s'est encaissée des contraintes, elle s'est encaissée des contradictions, des discours très très difficiles à interpréter parce que l'information elle est compliquée. Et en fait, finalement, à part au départ où tout le monde était tellement angoissé qu'ils avaient besoin d'une réponse simpliste et immédiate, maintenant les gens ont compris la complexité de la donne, ont compris que ce qu'on sait sur le vaccin le jour donné, bah, ça peut évoluer, ça peut changer, et il faut savoir s'adapter et apprendre au fur et à mesure du temps, parce que c'est quand même une nouvelle maladie, donc on apprend tous les jours de cette maladie. Et je pense que la population a compris ça, ce qui permet à la population de tenir un peu mieux dans la durée. Mais ensuite, je laisserai la parole à mes chroniqueurs. Mais je suis bavard, je suis désolé. Non, mais docteur, le 15 mars dernier, chez Brunet Direct, le docteur Gérald Kirchek, ça vous dit quelque chose, médecin réanimateur également, urgentiste, déclarait en fait que selon les statistiques des services de l'équipe de Martin Blachier, en fait, sur 2017, 2018 et 2019, les hôpitaux ont toujours été en saturation, c'est-à-dire au-dessus de la fameuse zone écarlate des 4000. Et donc, en fait, on essaie de comprendre, puisque c'est toujours la référence pour effectivement justifier les mesures de confinement ou de couvre-feu qui ont été mises en place par l'exécutif. Alors, la question tout de suite qui est logique, c'est de se dire, si les hôpitaux ont toujours été saturés les années précédentes, avant la pandémie de Covid, on n'a jamais pris de telles dispositions. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, comme vous venez de le reconnaître, un phénomène médiatique? On suit une épidémie en temps réel, parce que visiblement, en 2015, il y a une épidémie de grippe qui a été quand même redoutable, qui a fait reculer, selon les déclarations encore du docteur Gérald Kirchek, l'espérance de vie, mais personne n'en a parlé. Et donc, ça entretient aujourd'hui forcément une forme de psychose dans l'opinion publique, quoi. Alors, moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais de la réanimation. C'est la première fois que je vois que l'intégralité de l'offre de réanimation, dont on reparlera du calibrage si vous voulez plus tard, mais l'intégralité de l'offre de réanimation remplie par une seule pathologie. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a 6 000 malades de réanimation sur les 6 000 lits de réanimation que l'on a en France d'habitude. Ce qui est un chiffre d'ailleurs en passant, qui est loin d'être ridicule, parce qu'on dit toujours les Allemands ont plus de lits de réanimation que nous. En fait, quand on prend vraiment lit de réanimation, lit de surveillance continue, on a le même nombre de lits ramenés à la population. Donc, il n'y a pas de polémique de ce côté-là. Mais ces 6 000 lits de réanimation sont occupés actuellement par une seule pathologie. C'est une situation exceptionnelle. Ça n'est jamais arrivé. Et donc, il a fallu créer des nouveaux lits, déployer des nouveaux lits pour continuer d'accepter l'activité habituelle et de déprogrammer ce qui était déprogrammable comme activité, ce qui est fait à hauteur très conséquente dans le nord, dans l'est et dans la région parisienne, et à des hauteurs plus faibles. En gros, il y a un gradient est-ouest de programmation. Donc, oui, les services d'habitude sont pleins. C'est normal, c'est ce qu'on attend d'un service. On n'attend pas que les lits soient vides. On n'est pas là, moi je serai le premier Français agacé à payer des impôts pour avoir des lits vides. Vous comprenez bien la logique. On a un taux d'occupation des services de réanimation d'habitude en moyenne à 92%. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les nuits, on a 1 ou 2 lits de réanimation vides pour accueillir l'urgence de la nuit, ce qu'on fait, et le lendemain matin, on a les malades qui sortent et on repart sur un cycle quotidien comme ça. Donc, l'offre de réanimation, elle est globalement calibrée de façon basale, et de temps en temps, sur des pics épidémiques hivernaux, c'est un peu plus difficile, on pousse un peu les murs, on rouvre 1 ou 2 lits, 3 lits. Là, on ne parle pas d'1 ou 2 lits, on parle d'avoir doublé la capacité de nombre de lits. C'est une épidémie qui n'a rien à voir avec les épidémies de grippe qu'on a pu connaître, que j'ai vécues, qui génèrent de la mortalité, mais ça n'a rien à voir, c'est une autre proportion. Et mon collègue que vous citez est complètement déconnecté de la réalité depuis des années, des semaines dans ses propos. Il vit dans une planète qui n'est pas la planète réalité française. Voilà. Donc il faut... voilà, c'est une épidémie exceptionnelle.
aucun système ne peut absorber une épidémie exceptionnelle comme celle-là, parce que sinon, ça veut dire qu'il est surdimensionné tout le reste du temps, et donc il dysfonctionne par son surdimensionnement. Mais qu'en revanche, on ait la capacité, ce qu'on est en train de faire, de suivre la montée en charge de l'épidémie en ouvrant des lits, c'est preuve que notre système, il est agile, il est souple, mais dans la durée, c'est intenable. Il y a deux problèmes à ça. C'est un, dans la durée, c'est intenable, ça veut dire que ça nous impose à nous des rythmes de vie, nos soignants et nos collègues infirmiers, des rythmes de vie infernaux pendant des semaines et des semaines. Je ne sais pas si ça se voit sur mon visage, mais ça laisse des traces. Et à côté de ça, ça veut aussi dire qu'on accepte que des gens aillent en réanimation. Et aller en réanimation, c'est de la mortalité, certes, la morbidité, c'est-à-dire c'est des gens qui vont sortir de la traumatisée sur le plan psychologique, très fatigués, avec des semaines et des semaines de rééducation. Il y a des études qui montrent qu'après un séjour en réanimation, plusieurs années plus tard, on a un taux de non-retour au travail qui est énorme, dans des proportions énormes. C'est des gens dont la vie n'est plus la même après. Donc on ne peut pas se satisfaire de ça. Donc c'est en amont qu'il faut agir. C'est ce qu'on appelle le long Covid, en fait, c'est ça? Non, le long Covid, c'est encore autre chose. Encore autre Le long chose. Covid, c'est vous qui faites un Covid, qui ne passez pas en réanimation et qui avez des symptômes à minima qui vous pourrissent la vie, parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez tout un cortège de signes que je ne connais pas très bien, parce que ce n'est pas mon domaine, mais c'est des signes qui ne justifient pas d'une hospitalisation, qui donnent de l'asthénie. Moi, je vous parle de patients qui sont passés en réanimation pour des Covid graves et qui ont derrière des séquelles physiques, psychologiques, motrices, qui mettent des semaines et des semaines et des semaines à récupérer et qui parfois ne récupèrent jamais, des atteintes liées à leur séjour en réanimation. Et ça, c'est dramatique. On est en train de faire des cortèges de patients séquelaires, en fait, en post-réanimation. Donc, ce n'est pas un objectif que de dire il faut réouvrir à tout prix pour envoyer des gens en réanimation. Il faut trouver un moyen de garder la distanciation sociale, de garder les masques, de garder tous ces petits moyens pour limiter la diffusion de la maladie et surtout se vacciner. Vacciner. C'est la seule chose qui nous en sortira. Je vais me tourner vers notre chroniqueur et correspondant à Mexico sur la question des lits. Antoine Delplanque, je crois que vous avez quelque chose à apporter et certainement une question à poser à notre invité. Bah oui, docteur, j'avais lu votre intervention, enfin j'avais lu un de vos papiers ce qui avait été repris par l'AFP Factuel plus exactement, et j'ai vu que dans votre service, vous avez créé des postes en soins intensifs de pneumologie exactement c'est pourquoi est-ce qu'on peut dire pour vous soulager d'un travail qui pose une pression énorme ou est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ces postes en soins intensifs justement? Alors, il y a un terme standardisé qui s'appelle, ça qui va m'échapper, excusez-moi, voilà, ce qu'on appelle les lits de soins critiques dans le chapeau là, et qui regroupe différentes choses. Dedans, il y a des lits de réanimation où on prend en charge des malades qui sont polydéfaillants, très lourds, très graves. Des lits de soins continus où on accueille des malades qui sont souvent des sortants de réanimation, qui sont plutôt en train de se rétablir. Et puis des secteurs qu'on appelle classiquement de soins intensifs, qui sont normalement destinés à prendre en charge des patients qui ont une défaillance d'organes. Par exemple, qui ont fait un accident vasculaire, ils vont en soins intensifs de neurologie, ils ont fait un infarctus, ils vont en soins intensifs de cardiologie, mais ils n'ont finalement qu'une atteinte. Et puis, il n'y en a pas beaucoup, des soins intensifs de pneumologie, qui sont des services qui sont amenés à prendre en charge des patients qui ont une atteinte pulmonaire isolée. Mais en France, c'est quelque chose qui est assez peu développé, les soins intensifs de pneumologie. Et à l'occasion de cette crise sanitaire, qui est une atteinte pulmonaire essentiellement, on a tout un cortège de patients qui nécessitent des soins intensifs de pneumologie et pas forcément de la réanimation. Ils existent. Et donc, c'est pour ça qu'on a élargi l'offre de soins au niveau du CHU sur ces soins intensifs de pneumologie pour accueillir ces patients-là qui vont parfois juste rester dans ce service-là, parfois se dégrader et venir en réanimation. Donc, c'est un moyen d'augmenter la réponse sanitaire à une atteinte pulmonaire isolée que représente souvent le Covid. Une question, mais je vais d'abord laisser la priorité à Robin Paris, notre autre chroniqueur, qui a aussi des choses à ajouter, je pense. Ouais, alors moi, je voulais vous poser une question. Pour reprendre vos mots, vous avez évoqué un plateau. Est-ce que ça signifie la saturation des hôpitaux ou qu'est-ce que ça signifie en fait ce terme? Alors, le plateau, quand on parle d'un plateau de Covid, le problème, c'est que le Covid, il a tendance à rester un peu longtemps. Et donc, si on a un plateau d'admission, à la fin, on a une montée du taux d'occupation des services. Vous comprenez la chose. Et on le voit très bien.
regarder le nombre de cas quotidiens et puis regarder l'évolution du nombre de malades en réanimation. Donc la saturation, elle va arriver à partir du moment où on n'arrivera plus à libérer des lits en réanimation en déprogrammant de la chirurgie, par exemple, si on a encore une marge pour le faire, ou si on n'arrive plus à ouvrir de nouveaux lits, comme les soins intensifs de pneumologie dont on parlait avant, pour soulager les malades quand ils vont mieux, ou créer purement des nouveaux lits de réanimation. Hein. Il faut savoir qu'il y a des régions de France où on a doublé complètement la capacité de lits de réanimation. Donc la saturation, c'est toujours, on recule ce point de saturation, mais pour l'instant, heureusement, on n'y est pas encore. Hein. C'est tendu, mais on n'y est pas encore parce qu'on crée de l'offre de soins et l'accumulation des malades se fait. La bonne nouvelle, c'est que sur cette troisième vague, on a un profil de patients qui est, j'allais dire, dichotomique. On a des malades qui sont soit extrêmement graves, et ceux-là, ils sont malheureusement graves, et comme ils sont jeunes, on fait tout ce qu'on peut pour les sauver, donc ça prend du temps et des moyens extrêmement lourds. Ils sont jeunes, c'est quel âge à peu près? Sur cette vague-là, on a perdu une dizaine d'années, donc ils ont 65 ans à peu près. Entre 55 et 65 ans. Mais ils peuvent descendre à 30 ans. La patiente que j'ai reçue cette nuit, elle a 42 ans. Donc il y a ces malades-là qui sont extrêmement graves, pour lesquels on met des moyens en place très très lourds, pour lesquels au bout d'un combat, on ne perdra peut-être pas, mais qui en tout cas va prendre du temps. Et puis il y a une partie des malades pour lesquels les thérapeutiques, notamment la dexaméthasone, permettent d'éteindre assez vite l'orage inflammatoire, qui est le problème et qui cause toutes ces défaillances multiviscérales, et qui, en 2, 3, 4, 5 jours, s'améliore. Et comme on a progressé dans la connaissance de la maladie, c'est des malades qui ont des critères d'hospitalisation en réanimation pendant quelques jours, et puis qui s'améliorent et qu'on peut faire sortir. Et c'est sur ces parties-là de ces malades-là qu'on arrive à faire tourner un peu plus les services sur cette troisième vague, grâce à la dexaméthasone. Mais, docteur, aujourd'hui, quelle est la situation au niveau de la disponibilité des vaccins, puisque, comme vous le savez, Johnson & Johnson, va falloir encore attendre un petit peu. L'AstraZeneca, il y a 70% des Français qui sont visiblement hostiles à ce vaccin, qui, depuis effectivement la suspension par l'exécutif, qui lui a fait mauvaise publicité. Donc, les Pfizer et Moderna, visiblement, manquent au niveau des doses. Alors, puisqu'il y a les médecins généralistes qui se plaignent carrément qu'il y a un médecin sur 3 qui en manque. Donc, et des fois même certains vaccinodromes. Alors, quelle est au niveau de l'hôpital la situation des vaccins disponibles pour soigner les gens? Alors ça, c'est le nerf de la guerre actuelle, parce que c'est ce qui va nous permettre de gagner la guerre, c'est les vaccins. Tous les vaccins ARN qui au départ n'étaient pas du tout acceptés par la population, ont été difficilement compris dans leur mécanisme, mais maintenant semblent être la réponse, parce qu'ils vont permettre de vacciner des gens, et ensuite, qui plus est, de s'adapter aux variants par modification assez rapide de leur cible thérapeutique en modifiant. Donc on a espoir avec ces vaccins. Après, il faut arriver à les produire en suffisamment grand nombre, parce qu'on avait une autre partie des vaccins qu'on va appeler plus classiques, qui étaient censés pouvoir apporter un effet volume vaccinal important. Cet effet volume vaccinal, il était très nécessaire dans notre campagne vaccinale. Il semble qu'il est compromis, en tout cas pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est obligé de redécaler la population cible qui peut bénéficier de ces vaccins vers les plus âgés, parce que c'est eux qui ont le rapport bénéfice-risque le plus en faveur pour ces vaccins classiques, et qui est dans ce cas-là extrêmement fort, c'est-à-dire que ce sont des vaccins qui, chez les patients âgés, ne présentent pas de risque. Déjà, chez les patients peu âgés, les risques sont très faibles. Hein. C'est des 12 cas de thrombopénie, 12 cas de thrombo en France sur des millions de vaccinations, c'est très très faible. En Europe, c'est 18 morts sur 25 millions de vaccins, hein. Donc c'est des ratios très très faibles. Mais le rapport bénéfice-risque, il devient indiscutable pour les patients âgés, et donc progressivement, on va déplacer, je pense, ce pool de vaccins qu'on a vers les patients les plus âgés. Et on espère, et c'est ce qu'a l'air de dire Pfizer, pour ne pas les citer, qu'ils vont pouvoir pallier le déficit des vaccins classiques en offrant plus de volume. En tout cas, c'est ce qui est attendu. Ils ont annoncé, je crois, 8 millions de vaccins en plus dans les mois à venir pour la France. Et on devrait, peut-être avec un peu de retard, réussir à pallier ce déficit. Mais clairement, il faut bien rappeler aux gens que le Covid, passé un certain âge, c'est très grave.
et que le vaccin, passé un certain âge, le vaccin AstraZeneca, il y a assez peu de risques. Donc, il y a un problème de communication très, très compliqué à faire, là, à avoir, pour réussir à redonner confiance dans ce vaccin qui est une arme de sortie indispensable. Mais alors, docteur, bon, moi je comprends tout ce que vous venez de dire, mais on parle de réouverture quand même des écoles le 26 avril prochain. L'exécutif avait promis de vacciner les enseignants parce que, comme ça a été le cas en Seine-Saint-Denis, il y a eu non seulement des enseignants contaminés, des élèves contaminés et malheureusement, du coup, des parents contaminés. Il y a eu quand même quelques décès de parents contaminés pour les mêmes motifs que vous venez d'exposer. Donc, mais il manque non seulement des vaccins, il y en a un qui est disponible, qui est l'AstraZeneca, dont les gens ne veulent pas, ou ils en ont peur, ou qu'il faut encore convaincre. Et je pense que cela repose sur le travail des médecins de famille. C'est les seuls à pouvoir rassurer leurs patients, bien entendu. Mais visiblement, il y a encore une autre nouvelle qui est tombée, c'est que les prioritaires, ce sont les enseignants qui enseignent aux élèves handicapés. Et que visiblement, le reste des enseignants, la vaccination, il ne faut pas la prévoir avant la fin de cette année. Donc, on va réouvrir le 26 avril prochain les écoles, notamment aussi à Bordeaux, dans votre jolie région. Comment on va pouvoir protéger ces gens-là, puisque les autotests qui auraient dû être mis dans les supermarchés partout à disposition et qui est un bon moyen de prévention qui est utilisé aux États-Unis, puisque dans les universités, ils dépistent 2 fois par semaine. À 11h, il y aura notre correspondante à Washington qui va venir nous le confirmer. Donc, quelle est la solution pour protéger nos enseignants, nos élèves et leurs parents? Alors, moi, je comprends que les enseignants, au même titre que plein de publics prioritaires, exposés, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas le choix d'aller travailler, je pense aux policiers, mais je pense à tous les gens qui doivent aller travailler. Là, on est en visio, donc on est protégé, mais tout le monde va travailler et est au contact et est à risque. Les enfants, jusqu'à présent, il n'a jamais été avancé de façon très, très formelle, que les enfants étaient plus pourvoyeurs de transmission que votre collègue de bureau que vous voyez tous les jours. En revanche, il y a des mesures assez simples à mettre en place, le masque que les professeurs peuvent garder, et qui est un élément de protection très important. Donc, qu'on vaccine, et c'est ce qu'a proposé, j'ai cru entendre ça ce matin en nom de ma garde, que l'on vaccine les enseignants à risque de formes graves, c'est-à-dire les plus de 55 ans, en priorité, ça me paraît une bonne réponse. Que l'on vaccine au même titre tous les gens de plus de 55 ans, c'est ça la bonne réponse. J'ai du mal à me dire qu'on doit prioriser une population plus qu'une autre de travailleurs, parce que tous les gens qui travaillent sont exposés au même risque. Je pense que votre boulangère qui voit défiler 250 personnes par jour est exposée au même risque qu'une enseignante dans sa classe. Et elle a les mêmes moyens de protection que sont le masque. Donc, oui, les autotests vont peut-être faciliter la détection de cas qui passent un peu sous les radars. Et peut-être que ce sera intelligent de les déployer dans les écoles, parce qu'ils sont plus accessibles et plus faciles à faire. Mais là encore, on ne peut pas exiger d'obtenir quelque chose qui n'est pas encore développé de façon certaine, de façon fiable, parce qu'à vouloir aller toujours trop vite, parfois on fait des bêtises. On développe on donne des outils sans en connaître les limites d'utilisation, sans en connaître les limites. C'est parfois des fausses sécurités. C'est-à-dire, on dit on va faire quelque chose, mais si finalement la détection des formes asymptomatiques par ces autotests n'est pas satisfaisante, ben, on a une fausse sécurité. Et du coup, on applique une méthode qui n'est pas la bonne. Donc, il faut ne pas vouloir aller trop vite. Et ce déploiement, il doit se faire dans le respect de la science. Et la science a un temps de connaissance, un temps de contrôle des choses qui sont faites, qui est nécessaire. Et quand la science va trop vite, on lui reproche. On lui dit, oh là, vous avez sorti un vaccin en 2 jours, vous êtes fou, c'est dangereux, machin, etc. Donc, il faut accepter cette temporalité-là et en attendant, mettre en place des mesures qui fonctionnent, qui sont le masque, qui sont le lavage des mains. Voilà. Mais c'est extrêmement important de revenir à cette temporalité-là et de savoir aller vers des choses qui fonctionnent vraiment et pas vers des réponses qui ne sont pas forcément bonnes réponses. Je ne dis pas que les autotests sont des mauvaises réponses.
Je dis juste qu'il faut savoir apprendre à les utiliser, apprendre à les faire, apprendre à cibler les bonnes populations, parce qu'on sait bien, les enfants, ce qu'on leur reproche, c'est d'être porteurs asymptomatiques, c'est d'être porteurs de virus sans en faire les symptômes. Et c'est eux qui ont les charges virales les plus faibles, parce qu'ils ne sont pas symptomatiques, qui excrètent le moins de virus et chez qui les autotests sont les moins bons, les moins performants, parce qu'ils ont des seuils de détection plus faibles. Donc, il faut ne pas se saisir de ça en disant, voilà, c'est la pilule magique ou le traitement magique qui va guérir le problème, qui va régler le problème, et c'est une onde qu'on l'est pas. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, mais bien sûr, protégeons les publics exposés, au-delà des professeurs. Je pense que les policiers, les pompiers sont déjà des cibles prioritaires, mais les travailleurs, en règle générale, de plus de 55 ans, sont des cibles prioritaires à protéger. Antoine Je suis Delplanque. désolé, je ne vais pas dans le sens de ce que vous voulez, hein, mais… Ah non, mais il n'y a pas forcément de sens. On a besoin forcément de gens qui sont sur le terrain pour forcément nous donner leur son de cloche, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire une opinion plus claire, surtout pour le public, quoi, puisque c'est le boulot d'un journaliste, forcément. Quelque chose à ajouter, Robin Paris, Antoine Delplanque, là, par rapport à la question des vaccins, des autotests? Alors, juste une petite question. Vous avez dit que la science prenait son temps, qu'il fallait pas aller trop vite par peur de faire des erreurs, mais un vaccin créé en une seule année, ça s'est jamais vu, non? Ebola, je crois que c'était 5 ans, la varicelle, c'était 11. Donc, est-ce que là aussi, est-ce qu'on va pas trop vite? Voilà, c'est super intéressant ce que vous dites, parce que ce qui a été reproché au vaccin ARN, c'est de dire oh, c'est une technologie nouvelle qu'on ne connaît pas et on nous a sorti ça en un an. Non, alors en fait, quand on connaît un peu le sujet, les travaux sur l'ARN, ça a plus de 15 ans. Les travaux sur la vaccination à l'ARN, ça a déjà des années encore derrière nous, mais ça n'avait jamais permis d'atteindre le seuil d'immunisation. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais réussi à produire un vaccin à ARN, la technique était connue, mais qui soit immunisant, qui permette de défendre contre le truc. Par chance ou par le génie de nos chercheurs, dans le cadre du Covid, ils ont pu ressortir les travaux qu'ils avaient déjà commencé à l'époque du SARS en 2003, qui était une autre épidémie, et ils ont pu, avec des moyens financiers énormes, parce que là encore, les États ont mis des moyens financiers énormes dans la recherche, en finançant des labos privés, publics, pour faire avancer la recherche. Vraiment, tous les budgets ont été développés là-dessus. Et on a pu faire avancer la recherche très, très vite, en accélérant toute la temporalité de validation a été accélérée, mais la rigueur scientifique, elle, a été gardée. C'est-à-dire que ces tests, ces vaccins ont été testés avec des conditions efficaces, enfin de contrôle qui n'ont pas été amoindries. C'est-à-dire qu'on a continué à faire. Et on a continué à faire d'autant plus, avec d'autant plus de regard, le contrôle a posteriori. C'est ce qui se passe pour l'AstraZeneca, qui est un vaccin dit classique, tout le monde était confiant, c'est super, etc. Mais la pharmacovigilance, le suivi post-traitement, qui doit être fait dans toute thérapeutique, a montré la survenue d'un signal. Et donc, ce signal d'effet secondaire a été est apparu après sur un effet de population énorme, parce que c'est un signal qui est tellement faible qu'il faut une population énorme pour le voir apparaître. Et que les études, elles, n'ont pas permis de le déceler, parce que la population initiale, c'était 4 000 personnes, 5 000 personnes. Mais sur 25 millions, on peut voir des signaux beaucoup plus faibles. Donc, le système a fonctionné. C'est-à-dire, on a développé un vaccin rapidement, en se basant sur la science qu'on connaissait, qui est efficace, et on continue de le surveiller, on peut le déployer, et progressivement, on va apprendre à le connaître. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'on reproche au vaccin d'avoir été fabriqué en un an, d'avoir des effets secondaires qu'on ne lui connaissait pas, blablabla. Mais au moment de la l'hydroxychloroquine, personne ne s'est préoccupé des effets secondaires, alors que les effets secondaires, ils étaient connus, archi connus. Vous pouvez reprendre, il y a 3 études par semaine qui sortent en ce moment qui montrent la surmortalité des patients qui ont été traités à l'hydroxychloroquine. Mais ça, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Parce que ça a été un moment la réponse magique à une situation d'angoisse. Excusez-moi, je percute, docteur, hein, pardonnez-moi, parce que là, vous venez d'évoquer un sujet qui, effectivement, me préoccupe beaucoup. C'est celui des traitements alternatifs efficaces. Selon, en fait, les statistiques que je tiens là des services du professeur Didier Raoult, que vous venez effectivement d'évoquer, à l'IHU de Marseille, selon la confirmation d'ailleurs de son collègue, le docteur Persona, ils en sont quand même à 11 087 patients Covid traités en ambulatoire en date du 11 mars dernier. Donc, j'imagine que ça a dû progresser depuis. Pourquoi n'a-t-on pas mis
pourquoi on proscrit cette option face au retard des vaccins pour sauver des vies, puisque c'est… expliquez-moi, parce que là, il y a une incohérence que personne ne comprend, en fait. Ah non, il n'y a aucune incohérence que personne ne comprend. L'hydroxychloroquine, c'est démontré par des centaines d'études rigoureuses, et je dis bien rigoureuses, pas des études par le professeur Raoult dans sa cuisine, non randomisées, non contrôlées, etc. Il y a encore une méta-analyse qui est ressortie il y a 48 heures, donc qui reprend l'ensemble des études sur le sujet, est un traitement qui est inefficace et source de surmortalité. Au niveau scientifique, c'est indiscutable. Qu'ensuite, il y a des gens qui ont des croyances et qui, quand ils regardent ce qui se passe en ambulatoire en disant « je fais ci et les malades vont très bien », c'est un bidon total. Scientifique, ça n'a aucune valeur. Donc, excusez-moi, ça veut dire que quand ils déclarent qu'ils ont traité en ambulatoire 11 000 personnes, pour vous, c'est un mensonge? Non, ils ont peut-être traité en ambulatoire 11 000 personnes, mais ils ont mis en danger 11 000 personnes. C'est la seule chose que je retiens de ça. Enfin, visiblement, il n'y a pas que, en fait, c'est pas l'hydroxychloroquine uniquement, certains avec de l'azithromycine en combiné. Ont été empilés, ont été essayés des dizaines de traitements à la phase initiale du Covid. Dans ce sentiment de panique et d'urgence, certaines personnes ont fait tout et n'importe quoi. Et c'est ce que je vous disais en préambule tout à l'heure. Il y a scientifique totale relayée par les médias parce qu'il y avait une envie d'avoir des réponses simples à des problèmes complexes. Et puis derrière, il est venu se greffer tout un problème de personnalité. Le professeur Didier Raoult, je vais me prendre des millions de tweets sur Twitter, mais peu importe. Non, il faut une personnalité. Plus, mais bon, vous faites votre travail, c'est normal. Mais qui ont conduit à de la non-science, et qui, 12 mois, 16 mois plus tard, conduisent aux propos que vous venez de tenir. Non, ce n'est pas parce qu'on a traité 11 000 personnes en ambulatoire sans en faire de la randomisation, du suivi correct, de la comparaison, etc., qu'on peut dire c'est génial, ça marche. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Les études vraies, les méta-analyses, les études randomisées contrôlées démontrent toutes, sans exception, qu'il y a une surmortalité associée au Covid. Et je pense même que, à titre individuel, M. Raoult porte une énorme part de la défaillance scientifique autour de l'épidémie de Covid au niveau mondial et une responsabilité individuelle forte sur les effets secondaires de ces traitements qu'il a infligés aux patients. Donc, moi, je suis vraiment, vraiment extrêmement déçu que 16 mois plus tard, on soit encore au même point vis-à-vis de ce problème-là, parce que c'est un problème qui est mort et enterré depuis des mois, et il faut avancer. Et il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs avec d'autres thérapeutiques dont vous ne parlez pas, parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas un gourou derrière pour les agiter, mais il y a certains anticorps qui sont proposés. Et pour les anticorps monoclonaux, c'est ça? Oui, certains anticorps monoclonaux pour lesquels il faut faire la science, faire preuve de l'efficacité, non pas sur 3 case séries, 3 suivis de patients, machin comme ça, non. Faire la preuve, de donner les moyens d'avoir une réponse scientifique vraie, parce que qui plus est, traitements coûteux, qui plus est, ce sont des traitements avec des effets secondaires, et donc il faut ramener la science dans le soin, et on n'est plus au Moyen-Âge, quoi. On n'est plus au moment où on donne de l'eau et du bouillon à nos patients et on dit que ça marche et que ça va mieux. Voilà, on est à une époque où on a des traitements avec des effets secondaires, avec des risques. Il faut les évaluer le bénéfice-risque, savoir se remettre en cause, savoir se dire que le vaccin, finalement, on ne le positionne pas là où on l'avait positionné au départ parce qu'on voit survenir quelque chose et pas rester sur un dogme. Il faut être plastique, il faut évoluer, mais tout ça dans le respect de la science. Antoine? Alors, tout à l'heure, vous avez énoncé le profil vaccinosceptique des Français, sachant que l'AstraZeneca peut parfois effrayer certains Français, certains seniors même. Il y a certains reportages qui le prouvent, qui le dénoncent, on peut dire. Comment changer cette mentalité selon vous, docteur? Moi, je suis le premier à dire que les Français sont capables de comprendre la subtilité, sont capables de comprendre la nuance. Ce qu'il faut, c'est juste ne pas leur balancer des discours. Faut prendre le temps d'expliquer les choses, en fait. Il faut prendre le temps d'expliquer, on a développé ça dans telle situation, dans telle population, on observe telle chose, on redresse la chose, et pour telle population, le bénéfice-risque, il est de temps, et voilà. Et donc, vous avez, vous, monsieur de plus de 75 ans, intérêt à vous faire vacciner, et vous, mademoiselle de 18 ans, pas par ce vaccin-là, mais plutôt attendre que les vaccins vous correspondent plus tard. Donc, les gens sont capables de comprendre ça.
c'est juste une histoire de temps et il faut éviter que l'espace médiatique soit saturé par des messages simplistes parce que c'est compliqué. La médecine, en règle générale, c'est compliqué, c'est très compliqué. Ça ne peut pas être résumé en 2 minutes sur un plateau, même si notre échange dure un peu longtemps aujourd'hui. On n'aura fait qu'effleurer les problématiques. C'est des problématiques complexes et il faut prendre le temps de simplifier ces messages-là, traduire ces messages aux gens pour qu'ils comprennent pourquoi on fait les choses. On dit telle chose un jour, pourquoi l'évolution fait que finalement, quelques jours plus tard, c'est différent. Et on y est arrivé. Le côté vaccinosceptique sur le vaccin, initialement, il était très très fort. Votre collègue l'a dit tout à l'heure. Les gens trouvaient que c'était allé trop vite, c'était nous modernes, on était à 70% de gens qui étaient vaccinosceptiques, etc. On a perdu 40%, je crois, de vaccinosceptiques sur le vaccin Covid. Et donc, voilà, on y arrive, malgré toutes les difficultés qu'ont pu connaître les vaccins ARN, les vaccins AstraZeneca, et qui auraient pu alimenter ce vaccinoscepticisme. Mais les gens, ils ne sont pas débiles. Ils voient bien qu'il faut sortir de la situation, il faut trouver un traitement qui fonctionne, qu'il n'y en a pas 50 000, que c'est l'immunité collective ou la vaccination. L'immunité collective, ça passe par des mois et des mois de confinement et de mortalité. La vaccination, ça permet d'aller plus vite vers cette immunité collective. Eh bien, il faut y aller, on y va. Moi, j'ai confiance dans les gens. Robin? Oui. Alors, juste pour qu'on soit d'accord, le vaccin, il n'empêche pas d'attraper le Covid et il réduit juste les formes graves. Est-ce que c'est bien ça? Alors, ont été faites dans cet objectif-là d'évaluer le nombre de formes graves et la mortalité. Donc, ça, c'est l'effet avéré. Après, dans les suivis de population, et notamment ce qui passe en Israël, ce qui se passe en Angleterre, on voit que non seulement il y a moins de formes graves, moins de mortalité, mais il y a aussi moins de contamination. Parce que les gens, pour une grande partie d'entre eux, vont être protégés contre le Covid et donc ne vont pas le transmettre, ou même s'ils l'ont, font une forme peu grave et peu transmissible aux autres. Donc il y a un double effet attendu de cette vaccination. Mais à la phase initiale, au moment où les vaccins ont été créés, ils ont été faits pour diminuer les formes graves. Mais je vous invite à lire l'étude du New England qui est sortie il y a 2 jours sur le suivi de la population israélienne vaccinée à Pfizer, qui montre tous ces effets sur une grande population bien vaccinée. Mais vous parlez de Pfizer, docteur. On nous a annoncé ce matin qu'il faut maintenant une 3e dose. Alors, c'est une nouvelle maladie, on l'a dit tout à l'heure. C'est une maladie dont on ne connaît pas notre capacité en tant qu'être humain à créer des anticorps pérennes, c'est-à-dire qui permettent de couvrir de façon prolongée l'immunité. Les coronas, vous savez, c'est les virus qui donnent les rhumes. Tous les hivers, vous faites un rhume, mais vous ne faites pas un rhume grave, vous faites un rhume. La question qu'on n'a pas résolue à l'heure actuelle, parce qu'on découvre une maladie, c'est est-ce que l'année prochaine, si on vous recroisez l'équivalent d'un Covid-19, vous allez faire une forme pas grave, ou est-ce que vous avez la possibilité de refaire une forme grave? Ce que je sais de la science et de ce qu'on voit tous les jours, c'est que les malades qui font plusieurs formes graves, c'est exceptionnel. C'est des malades qui sont débilités sur le plan de l'immunité, qui ne sont pas en capacité de faire des anticorps, faire une défense immunitaire. Donc on peut s'attendre à ce que dans la population générale, il y ait quand même une immunité partielle qui fonctionne et que les gens fassent des formes moins graves s'ils font des reformes de Covid dans les années à venir, une fois que leur immunité s'est un peu éteinte. Mais il n'est pas impossible, et là, pour l'instant, on n'a pas les éléments scientifiques, en tout cas, je ne les ai pas, il n'est pas impossible qu'on ait besoin de faire des rappels vaccinaux, comme pour d'autres maladies. Je vous rappelle que vous faites des rappels vaccinaux régulièrement pour d'autres maladies, afin d'entretenir notre immunité dans les années à venir. Est-ce que les ans, est-ce que ce sera comme la grippe, un rappel vaccinal, mais finalement avec une petite différence à chaque fois? Vous savez, la grippe, on se vaccine tous les ans contre la grippe, mais le vaccin n'est pas exactement le même parce qu'on s'adapte à l'évolution des souches virales. Peut-être que ce sera la même chose pour le Covid. Bien malin qui est capable de le dire à l'heure actuelle, mais c'est que je pense qu'avec les vaccins ARN, on va avoir cette capacité d'adaptation et de suivi vis-à-vis des vaccins, vis-à-vis des variants beaucoup plus rapide, parce qu'on va pouvoir modifier les séquences vaccinales beaucoup plus rapidement, et on va pouvoir s'adapter à l'évolution des variants, qui est pour le coup assez préoccupante. Mais le docteur Maudru, qui dirigeait donc anciennement les caisses de retraite des médecins, et qui est lui-même médecin généraliste, a déclaré le mois dernier qu'il y avait une autre molécule, en fait, qui est l'ivermectine, un autre traitement donc alternatif efficace, et qui visiblement a été effectivement interdit par l'exécutif, et il lui en a fait le reproche
jusqu'à aller déclarer d'ailleurs, et pardonnez-moi, hein, moi je donne que comme un journaliste, les sons de cloche que j'entends à côté, mais ce qui ne veut pas dire que je suis en train de confirmer leur véracité, mais en tout cas qui disait qu'il avait été l'exécutif a été jusqu'à contacter l'OMS pour effectivement interdire ce genre de traitement. Donc, la solution, elle est où? Puisque si les gens sont anti-vaccins, ils font quoi, docteur? Alors, il y a deux choses dans votre question. L'ivermectine, l'hydroxychloroquine et toutes les autres qui ont été proposées doivent, si elles le peuvent, faire leur preuve d'efficacité. Voilà, l'hydroxychloroquine, le débat est archi tranché, il y a des milliers d'études. L'ivermectine, il y a plein d'études. Il n'y a pas d'effet sur la surmortalité, mais il y a une efficacité prouvée. Donc, contrairement à vos propos, ce n'est pas un traitement efficace alternatif proposé. Ça, c'est acté. Voilà. Qu'il y ait des gens qui s'accrochent à des lubies pour des raisons diverses et variées. Le professeur Raoult, c'est pour continuer d'exister parce que son laboratoire est en train de mourir. Je ne connais pas le médecin dont vous parlez, mais peut-être qu'il a une raison particulière de positionner l'ivermectine. Mais en tout cas, quand on regarde froidement et scientifiquement la science, quand on est affranchi de toutes ces problématiques individuelles, il n'y a pas, ces thérapeutiques-là ne sont pas des thérapeutiques alternatives efficaces. Donc, il faut trancher ce débat-là. L'ivermectine, excusez-moi, mais visiblement, il a une collègue qui est dans l'Est de la France qui a soigné 850 patients avec ça. Monsieur, je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est pas parce que moi, demain, j'ai fait dans mon coin une soupe que je crois efficace que je peux dire que c'est efficace. C'est pas comme ça que ça se passe. Prenez le temps, et c'est là où j'ai dit en préambule tout à l'heure qu'il y avait une défaillance des journalistes sur ces sujets-là, c'est que vous abordez le problème par le mauvais côté de la chose. C'est qu'est-ce que prouve la science et pas qu'est-ce que dit le docteur Tartampion, qu'est-ce que dit le docteur Clouzot, qu'est-ce que dit le machin. C'est qu'est-ce que dit la science. La science, c'est des faits qui sont évalués selon des critères scientifiques et pas selon des croyances. On appelle ça l'évidence-based médecine, et c'est ça qu'on doit défendre. C'est pas la croyance-based médecine, c'est pas toutes ces choses-là. Et il faut arrêter d'entretenir ce genre de choses, parce que les Français, on en parlait tout à l'heure, ont besoin d'éléments de compréhension, et c'est pas en distillant ce genre de phrases, l'ivermectine, traitement efficace, banni par je ne sais quelle raison obscure, pour je ne sais quelle raison des thérapeutiques. Non, c'est pas comme ça. C'est que ce traitement-là, sur le plan moléculaire, pourrait avoir une activité, mais pour avoir une efficacité, une concentration toxique. C'est comme ça, c'est dommage, ça ne marche pas. Prouvons qu'on puisse oui, non, mais en trouvant une autre manière de faire. Mais... Bien sûr, mais c'est plus dans ce sens, justement, de se préoccuper pour les réfractaires au vaccin. Parce que quelle solution on a pour ces gens-là aujourd'hui? Pour les gens qui sont anti-vaccins. Vous savez, il y a certaines maladies pour lesquelles on n'a pas d'autre traitement que le vaccin. Certaines autres maladies pour lesquelles on n'a aucun traitement que le vaccin. Les gens qui ne sont pas vaccinés, je prends la polio par exemple, les gens qui ne sont pas vaccinés contre la polio, ils vont faire la polio. Je vous dis, ils vont faire la polio, puis ils vont avoir des séquelles de la polio, c'est pas à nous scientifiques d'aller leur trouver des thérapeutiques qui n'en sont pas pour justifier un comportement anti-vax qui n'est pas justifié. Parce qu'une fois qu'on fait ce suivi de complications des vaccins et qu'on arrive à positionner les effets secondaires, les bénéfices risques, etc., il n'y a pas de raison d'être anti-vax. Donc pourquoi aller justifier ce comportement en trouvant des thérapeutiques qui sont encore plus farfelues? Il y a, pour se protéger du Covid, il y a les mesures barrières et le vaccin. Après, sur le plan des thérapeutiques qui fonctionnent, il y a la dexaméthasone sur les formes graves, et il y a, sur certaines formes très inflammatoires, le tocilizumab. C'est tout ce qu'on a à l'heure actuelle. Peut-être que dans 5 ans, là je sais pas, on est le 15 ou le 16 avril, peut-être que dans 1 an ou dans 2 ans, on aura trouvé une nouvelle thérapeutique antivirale. Pour l'instant, ça n'a jamais été le cas. Il y a très peu de traitements antiviraux, quels que soient les virus que l'on connaisse, qui fonctionnent. J'entends pour la grippe, on a des thérapeutiques antivirales, mais qui fonctionnent toujours. On est toujours gêné parce que le virus, en fait, ça va très vite. Et c'est ça le problème. C'est entre le moment où je suis contaminé par le virus et le moment où je fais ma forme grave, il se passe quelques jours. Et c'est pendant ces quelques jours-là que je devrais avoir un traitement efficace pour diminuer le risque. Mais ces traitements-là, en fait, ils sont toujours administrés un peu tard. En fait, ça va tellement vite qu'on n'arrive jamais d'abord à faire le diagnostic de la maladie et puis mettre le traitement. C'est le cas pour la gueule. Du coup, pour l'instant, on est démunis, on n'a pas d'autre traitement. Il faut savoir l'accepter. On n'est pas obligé de toujours trouver
une pilule magique pour traiter les gens, d'autant plus qu'on a 2 thérapeutiques à leur proposer, qui sont le vaccin et les mesures barrières. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous, c'est la seule solution de s'en sortir, parce que la France n'en peut plus, c'est le vaccin. Malheureusement, oui. D'accord. Je voulais vous l'entendre dire parce que c'est très important pour le sujet d'aujourd'hui et surtout pour effectivement ceux qui nous regardent. Au niveau de la rentrée du 26 avril qu'on évoquait ensemble et de la réouverture des terrasses le 15 mai prochain, et je pense que d'ailleurs ça fait honneur à votre région parce que Bordeaux est connue comme la ville qui a le plus de restaurants pour le nombre d'habitants, et je le confirme, mais il est clair que est-ce qu'on est prêt? Alors, là, on est plus dans du ressort du politique, c'est-à-dire qu'on est obligé de donner des signaux aux Français pour les aider à tenir. Donc, on leur dit l'échéance est proche, on envisage de réouvrir un peu nos espaces de liberté individuelle à tous. On a besoin de dire aux gens qui ont débarré des restaurants il y a un moment, ça va repartir, vous n'allez pas finir par mourir la gueule ouverte. Voilà. Donc, on essaye, les politiques ont besoin de donner cette visibilité-là. Est-ce que l'épidémie permettra cette réouverture dans le strict respect pour éviter une explosion épidémique au décours? J'en suis pas complètement certain. En tant que médecin, j'en suis pas complètement certain qu'on ait éteint ce plateau suffisamment de façon importante pour réouvrir ce truc-là. D'autant plus que vous, moi, quand on va nous proposer dans un bar, on va être les premiers à vouloir y aller. C'est normal, ça fait des mois et des années qu'on est privé, donc on a envie d'y retourner. Et donc, il y a un sentiment un peu de relâchement total. Donc, Oui, parce que le ministre de la Santé confirme que le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint. ouais, il confirme ça. Et d'ailleurs, il a pondéré un petit peu cette réouverture. Il a rajouté ça après à la situation épidémique à ce moment-là. Mais lui, il est dans un discours à la fois politique, qui est « faut que je donne des signaux d'espoir pour dire aux gens, voilà, on va y arriver ». Et en même temps, il a besoin de mettre des échéances. Donc, je ne suis pas certain que le 15, je ne sais plus quelle date vous avez dit, mais dans finalement assez peu de temps, on puisse sereinement réouvrir sans avoir une explosion au vu de la couverture vaccinale actuelle. Ceci étant, la vaccination de la population monte vite. On a un nombre de patients vaccinés tous les jours. On sait qu'on a une couverture vaccinale partiellement efficace dès la première dose. Donc, oui, mais là, cette semaine, par exemple, on aurait dû recevoir 200 000 doses de Johnson & Johnson. Voilà, on ne les aura pas, donc ça ne va pas aider à sortir de cette crise. C'est certain. C'est certain que c'est un très mauvais coup. Dit classique ne puisse pas être aussi utilisé qu'on aurait souhaité. C'est un très mauvais coup. On n'est pas les seuls. Dans le monde, c'est un peu partout pareil. Faut pas être, c'est d'autant plus un mauvais coup qu'il y a eu 870 millions d'euros dépensés par la Commission européenne, selon effectivement le journal Spiegel, qui donc a communiqué le montant de la commande pour un vaccin, en plus, dont les gens ont peur. C'est terrible. Oui, mais remettez-vous au moment où cette commande a été faite. Les gens avaient peur à ce moment-là du Pfizer, et donc il y a une alternative qui est un vaccin classique qui se propose. Et donc, vous auriez vous-même reproché en premier de ne pas mettre que l'État n'ait pas acheté les quantités de vaccins nécessaires de ce vaccin qui était mieux accepté par la population à ce moment-là et qui était a priori attendu comme étant moins inconnu. Donc, on peut non, mais ce n'est pas un reproche, c'est surtout parce qu'il s'agit d'argent public, en fait. Bien sûr. Voilà. Moi, je suis moins choqué qu'on mette de l'argent public dans des tentatives de vaccination, et ce n'est pas des vaccins qui vont partir à la poubelle, c'est des vaccins qui vont être réorientés sur des populations pour lesquelles le bénéfice-risque reste favorable. Donc, ce n'est pas de l'argent qui est perdu. Et je suis moins choqué qu'on mette de l'argent public là-dedans, plutôt qu'on mette de l'argent public dans un traitement d'hôpital de jour à l'hydroxychloroquine du professeur Raoult. Ça reste de l'argent public. Vous avez certainement vu les montants qui lui sont imputés. Voilà, donc bon, c'est un phénoménal qui ont été mis dans cette crise par l'État, certains pour soutenir l'économie, certains pour faire la gratuité des tests. Cet argent-là, il est ramené à la vie humaine sauvée, il reste énorme, mais comme vous le voyez et comme vous le faisiez vous-même, vous en faisiez vous-même le constat, on n'est pas sorti de la crise, donc c'est probablement pas de l'argent perdu, c'est
c'est de l'argent investi et qu'il faut pas baisser les bras et se dire on va y arriver, voilà. Mais Robin, on avait parlé ensemble du nouveau variant new-yorkais. Je crois que vous avez quelque chose à poser à notre invité, non? Oui, mais justement, j'avais fait des petites recherches et j'ai vu en fait que, selon un article de Ouest France, il y aurait plus quelques dizaines de milliers de variants du SARS-CoV-2. Donc, en ce moment, en France, on a le variant britannique, le sud-africain et le brésilien principalement. Il va y avoir plein d'autres variants qui vont arriver sur le territoire français. Est-ce que un vaccin va suffire à se protéger en fait des variants qui évoluent plus vite que la recherche? Alors, la vie d'un virus, c'est de se multiplier et en se multipliant, ils font des erreurs. Et ces erreurs, si elles lui donnent un avantage compétitif, font émerger une souche. Le variant britannique a fait émerger un avantage compétitif qui était son taux de contamination. Et donc, il est devenu plus contaminant et donc il est devenu prépondérant. On dit variant, mais finalement, en France, maintenant, il est dominant. J'ai reçu hier un variant classique, enfin une souche classique, ça nous a fait rire parce qu'on s'est dit, bah, tiens, finalement, ça faisait des semaines qu'on n'avait pas vu. Donc le variant britannique s'est implanté en France complètement. 82% des contaminations exactement. Covid-19. 92% de notre. Mais là, sur Pellegrin, c'est quelle variante surtout? C'est du britannique, 12-95%. D'accord. Du coup, donc ça, c'est ce qui se passe. Et donc, les souches variantes, il y en a effectivement des milliers qui se créent, paf, 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 qui émergent, mais elles n'ont pas tout un avantage compétitif. Et donc, il y en a plein qui s'éteignent d'elles-mêmes. Ce qui pose souci, c'est quand on a des avantages compétitifs plus des facteurs de résistance ou des facteurs d'agressivité qui se cumulent sur un même virus. C'est un peu le cas du variant brésilien, où on a cette association entre un virus qui se transmet beaucoup et qui en plus a des facteurs d'agressivité plus forts. Et ça devient d'autant plus embêtant si ces variations surviennent sur les cibles thérapeutiques des vaccins, les cibles d'atteinte des vaccins. Et donc ce cocktail-là, il est terrible, c'est l'association d'un virus qui est répliquant, diffusant, agressif, et effectivement résistant au vaccin tel qu'il est là. L'avantage, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'avec les vaccins ARN, on peut très rapidement remodifier la cible du vaccin et réadapter. L'inconvénient, c'est que ça veut dire qu'il faut repartir presque à zéro sur une vaccination. Quand on a acheté des doses, c'est pénible. Oui, mais en fait, le variant, avant de devenir... il faut qu'il puisse circuler. Et donc, vacciner des gens sur la cible que l'on connaît à l'heure actuelle, ça reste pertinent. Parce que notre problème actuel, c'est le variant britannique. On a un vaccin qui marche sur le variant britannique. Vaccinons contre le variant britannique. Peut-être que dans d'un an, 2 ans, le variant brésilien aura trouvé un lieu propice d'émancipation et de diffusion, et on sera confronté de l'efficacité. Alors, il semble que l'efficacité du vaccin ne soit pas nulle, mais soit moins bonne du vaccin. Et donc, ça va être une guerre entre le risque de contamination de ce vaccin et puis l'efficacité partielle ou totale de vaccination à ce moment-là. Puis il faudra savoir, et c'est un peu ce que sous-entendait le PDG de Pfizer là, en disant bah, peut-être qu'on aura besoin d'une nouvelle vaccination dans 6 mois, 1 an, mais peut-être que ce n'est pas juste pour un rappel de mémoire vaccinale, c'est peut-être aussi pour réajuster un peu les cibles thérapeutiques du vaccin, comme on le fait tous les ans. Donc, il nous dit que la grippe, tous les ans, on change la cible des vaccins. Quand vous êtes vacciné contre la grippe tous les ans, c'est aussi pour changer la cible, pour suivre l'évolution des virus. Et Pfizer et Moderna, donc, restent les vaccins les plus fiables à aujourd'hui. Alors, Pfizer et Moderna ont l'avantage de pouvoir être administrés à toute la population sans effets secondaires graves. Ça, c'est un élément fondamental. AstraZeneca, il y a un petit signal qui s'allume sur les sujets jeunes et donc qui n'existe pas sur les sujets plus âgés. Et donc, il reste fiable et efficace et le ratio bénéfice est efficace chez les sujets plus âgés. Donc, je ne peux pas répondre caricaturalement à votre question. Ils ont chacun leur positionnement, chacun leur place. Et il ne faut pas se priver ni de l'un ni de l'autre parce qu'on en a besoin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à nos questions pour effectivement informer ceux qui nous regardent par rapport à ce qui les attend? Voilà. Moi, je voudrais dire une seule chose. Je voudrais dire que avant d'envisager le complot, quand les gens sont confrontés à une information, qu'ils se rappellent toujours que globalement,
Le complot, ça nécessite beaucoup d'intelligence, beaucoup voilà. L'intelligence est assez rare. Quand c'est souvent la connerie qui est moteur de toutes ces théories, plus que le complot. Donc, vraiment que les gens sortent de ce schéma. Oui, certainement que certains laboratoires vont gagner de l'argent avec les vaccins. Je pense que Pfizer va gagner beaucoup d'argent avec les vaccins. Mais ils sont aussi là pour nous offrir une solution pour sortir de la crise. Je suis certain que l'État français perd beaucoup d'argent et qu'ils n'ont aucun intérêt à ne pas trouver de solution, à ne pas trouver de traitement, à ne pas trouver de choses comme ça. Tout à l'heure, vous faisiez allusion à des traitements qui étaient empêchés, barrés. Non, c'est pour des raisons sanitaires. C'est pour éviter que des gens fassent n'importe quoi. Les choses sont faites. Voilà, donc il n'y a pas de complot. Il y a de la connerie, beaucoup de conneries sur les réseaux sociaux. J'ai découvert ça. Moi, je ne connaissais pas Twitter. Je ne connaissais pas toutes ces choses-là. C'est à des années-lumière de mon champ de vie. Mais on est obligé de rentrer dans la mêlée. On est obligé de on ne peut pas laisser l'espace occupé par des gens qui disent tout et n'importe quoi. Donc, ouvrez vos oreilles, écoutez les choses. Le sens critique, c'est indispensable, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se fier à des croyances, parce que ce sont des croyances pour beaucoup de propos, et qu'il y a des réalités, qu'il faut s'attacher à la réalité. On est au XXIe siècle, on n'est pas au siècle... On vous remercie énormément. Avec plaisir. Au revoir. Nous accueillons aujourd'hui notre second invité pour What News numéro 2, qui est donc notre nouvelle correspondante à Washington, Nastasia Peteuil, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Qui est à Washington depuis 5 ans, qui est journaliste spécialiste du politique et du social et qui d'ailleurs est au service de plusieurs médias français sur place. Alors, on vous remercie Nastasia d'avoir rejoint l'équipe de Canal Reportage parce qu'on avait bien besoin d'une correspondante comme vous, je ne vous le cache pas. Alors, là, il est 5 heures du matin à Washington. Quelle est la situation à ce jour, à cette heure, dans le pays par rapport aux contaminations Covid et notamment des nouveaux variants? Les contaminations continuent malgré la vaccination. Donc, c'est ce que souligne souvent le CDC, hein, le Centre des luttes contre les maladies. On est quand même à 46% de vaccination dans tout le pays avec une première dose. Donc, on a presque à 200 millions de personnes qui ont été vaccinées ou à moitié vaccinées. C'était quand même énorme. Mais pourtant, le CDC continue en fait à essayer de prévenir les contaminations, surtout avec le variant anglais, qui est surtout présent en fait dans le Midwest. Donc le Michigan, par exemple, est en alerte maximum parce que, par exemple, jeudi, il y a eu 10 000 contaminations juste dans le Michigan en une seule journée, donc c'est énorme. Les hôpitaux commencent à être saturés, évidemment. Alors, les États-Unis ont quand même rajouté énormément de lits dans leurs services de réanimation. Par exemple, nous, à Washington, D.C., il y a des centres, des gymnases, des centres militaires qui ont réouvert en fait des services pour passer en réanimation, pour ne jamais être saturés, justement. Et donc, finalement, on se retrouve au mois d'avril 2021, un peu comme on était en avril 2020, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contamination, sauf que là, les gens commencent à être un petit peu plus laxistes sur la distanciation sociale. Il y a les vacances de printemps qui sont passées, il y a les vacances d'été qui arrivent. Et donc, Joe Biden avait promis à tout le monde que le 4 juillet, on le passerait ensemble. Sauf que là, on ne sait pas vraiment où on va aller, même s'il y a les vaccins. C'est vrai que les nombres sont impressionnants. On est retourné à 70 000 cas par jour, alors qu'on était descendu à 35 000 à un moment donné en mars. Et visiblement, le rythme de la vaccination aux États-Unis, d'après les derniers chiffres que j'ai sous le nez, on est à 3 millions de vaccinations jour. C'est bien ça? C'est ça. C'est ça. Alors, sous Trump, quand on a commencé la campagne de vaccination en décembre, en janvier, on était à 900 000. Donc, Joe Biden, évidemment, est arrivé, a dit non, on va passer à 1 million, 2 millions, et au maximum, en fait, qu'on puisse faire. Donc, maintenant, en effet, on est à 3 millions, ce qui est énorme. Mais en même temps, c'est les États-Unis, c'est un peu une machine de guerre. Donc, rien d'étonnant là-dessus. Après, le deuxième problème qui va se poser, qui va commencer à arriver, donc là, c'est assez difficile d'avoir des rendez-vous, hein, faut l'avouer. Il y a beaucoup plus de demandes que de doses disponibles dans certaines régions. Sauf que maintenant, à Washington, donc voilà, la vaccination est ouverte pour
tout le monde, parce que Joe Biden a poussé au 19 avril pour que tous les adultes de plus de 16 ans ou 18 ans puissent se faire vacciner. Donc là, à Washington, D.C., tout le monde peut se faire vacciner maintenant. Et on se demande, la question, c'est est-ce que tout le monde va aller se faire vacciner? Je pense que c'est une question qui se pose aussi en France. La disponibilité, Anastasia, des vaccins, je sais que sur le Johnson & Johnson, la suspension ne pose pas de problème parce qu'on est à 5% des vaccins mis sur le marché américain. Là, on est bien d'accord, la grande majorité, c'est le Pfizer et du Moderna. C'est ça? Donc, ça, c'est exactement ça. Voilà. Donc là, par contre, il n'y a pas de retard de livraison de vaccins. Les 3 millions sont respectés. Mais est-ce qu'il y a de nombreux réfractaires aux États-Unis? Je pense qu'en fait, c'est difficile de le savoir maintenant, puisqu'on a vraiment, comme en France, en fait, on a des étapes. Voilà, pendant 2 semaines, il y a eu ce type de personnes-là, pendant 2 semaines, etc. Et donc là, pour l'instant, en tout cas dans ma région, il est très difficile d'avoir un rendez-vous. Il est très difficile d'avoir une première dose. Donc ça indique quand même qu'il y a beaucoup de demandes et qu'il n'y a pas assez d'offres, alors qu'on est quand même à beaucoup de doses. Si je parle de ça, excusez-moi, c'est parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on ait un effet similaire aux États-Unis suite à la suspension du Johnson & Johnson, comme on l'a en France suite à la suspension d'AstraZeneca. Voilà, l'arrêt en fait du Johnson & Johnson, c'était évidemment pour montrer que le CDC, que le gouvernement prennent vraiment au sérieux la sécurité des citoyens et qu'évidemment, s'il y a le moindre problème, ils sont prêts à arrêter un certain vaccin. Donc, est-ce que ça va faire l'effet inverse? Je ne sais pas. Est-ce que ça montre aux gens justement que s'il y a un problème, voilà, le gouvernement Biden est prêt à arrêter et à poursuivre d'autres vaccins où il n'y a pas de problème? Parce que le Danemark l'a annoncé officiellement hier, a arrêté l'AstraZeneca, mais de manière définitive. Exactement. Et les États-Unis n'ont toujours pas accepté l'AstraZeneca, parmi d'autres vaccins. Alors on peut penser que c'est peut-être aussi, voilà, l'AstraZeneca n'est pas américain. Donc évidemment, il n'est pas encore accepté. La guerre des lobbies pharmaceutiques. Exactement, parce que c'est exactement le même que Johnson & Johnson. Hein. C'est sur il y a 2 doses pour l'AstraZeneca, mais sinon la composition est similaire. Donc évidemment, et d'ailleurs l'AstraZeneca va partir à Mexico et aussi au Canada, puisqu'on n'aura pas besoin des doses apparemment. Et puisqu'on parle d'accélération de la vaccination aux États-Unis, on parlait là tout à l'heure de la réouverture avec notre précédent invité des terrasses en France le 15 mai prochain, comme ça a été le cas annoncé hier pour la Belgique pour le 8 mai prochain. Le Portugal, c'est déjà fait, Israël aussi. Aux États-Unis, à New York, j'ai lu, là aux dernières nouvelles, que depuis 2 semaines, on réouvre les théâtres et les cinémas en mettant des autotests à disposition à l'entrée, qui sont obligatoires, hein, bien sûr, pour accéder au cinéma et au théâtre et ailleurs d'ailleurs. Est-ce que c'est la même chose à Washington? Alors, à Washington, on a encore les cinémas qui sont ouverts, mais qui vont réouvrir bientôt, alors, avec des restrictions, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand j'étais en France au mois d'août pour visiter ma famille, c'est vrai que tout était réouvert, les cinémas étaient réouverts, alors que nous, dès le départ, dès qu'on a commencé à réouvrir le pays, le mi-juin, à partir du 15 juin, on a eu des restrictions et surtout les cinémas n'étaient pas réouverts. Les cinémas réouvrent, vous vous rendez compte, presque 1 an après, ce que vous n'avez pas connu en France. Et donc, je trouve ça assez intéressant, ces différentes stratégies de restriction, puisqu'en fait, nous, on n'est plus vraiment en restriction, ou en tout cas en confinement pur et dur, depuis la mi-juin. C'est-à-dire que dès le départ, quand on a réouvert le pays, alors je ne parle pas pour tous les États, évidemment, il y a des États comme le Texas, comme la Floride, qui se sont très peu confinés et qui n'ont pas vraiment eu de grosses restrictions en place. Mais par contre, à Washington, ça a été assez proche, je pense, des restrictions françaises, sans le couvre-feu. Évidemment, on n'a pas eu de couvre-feu aux États-Unis lié au Covid. Mais en tout cas, à Washington, c'est vrai qu'on a eu des restrictions dès le départ. Donc, par exemple, pour les restaurants, c'était 25% de capacité à l'extérieur seulement. Ça, c'était au mois de juin. On arrive au 1er mai, et maintenant, ce sera 25% de capacité à l'intérieur.
et 100% à l'extérieur, sachant qu'il faut respecter une certaine distanciation sociale. Donc évidemment, les restaurants, de toute manière, se sont réaménagés de telle sorte que les gens ne sont pas proches des uns des autres. Et puis c'est 6 personnes maximum par table. Et ça, c'est la même restriction en fait, depuis le mois de juin. Et ce que j'apprécie aux États-Unis, c'est cette continuité où les règles n'ont pas changé tous les mois. C'est-à-dire que ça a été très limité au mois de juin et que petit à petit, selon les chiffres, selon ce qui se passait, ça a réouvert ou pas. Donc le 1er mai, pour nous, c'est vraiment une date où les choses vont commencer à réouvrir, peut-être retrouver une forme de normalité aussi avec le vaccin. Les gens se sentent un petit peu plus en sécurité à être autour d'autres personnes. Mon cher Antoine, une question à poser à Anastasia? En France, on parle de génération sacrifiée pour ce qui concerne les étudiants. Comment ça se passe aux États-Unis pour eux? Alors aux États-Unis, évidemment, à partir d'avril dernier, tout était passé en ligne, alors que ce soit pour les étudiants, les lycéens, voilà, les écoles, tout le monde est passé en ligne, hein, comme en France. Et cette année, le problème des États-Unis aussi, c'est qu'une année à l'université, ça coûte tellement cher que c'est un peu difficile de vendre une année à l'université à 60 000 $ en ligne. Donc, de nombreux étudiants sont retournés dans leurs universités. Évidemment, il y a eu un gros taux d'infection. Je sais qu'il y a certaines universités où tout le monde était malade en même temps pendant 1 mois. Évidemment, c'est des populations assez jeunes, donc on n'a pas vraiment entendu parler d'hospitalisation grave dans les universités. Et donc, voilà, de toute façon, là, c'est la fin de l'année. Aux États-Unis, en général, le mois d'avril, c'est là qu'on a tous les examens finaux et donc à partir de mai, tout le monde est en vacances. Ce qui est peut-être, ce qui va sûrement arranger le CDC de penser que voilà, les universités vont être fermées à partir de mai, alors qu'on est en pleine 4e vague de Covid. Moi, j'avais une question, oui, c'était les États-Unis, ils n'ont pas le même système de santé que les Français, donc je voulais savoir si, parce que j'ai vu des informations différentes en fonction des États, si le vaccin il coûtait quelque chose aux citoyens en fait. Non, le vaccin est gratuit. Donc, quand on prend un rendez-vous, on prend notre carte d'identité et je ne me rappelle pas avoir donné mon numéro de sécurité sociale. Donc, Okay. Cela veut dire que même si on n'a pas de papier, on peut prendre un rendez-vous. Alors, il faut une carte d'identité par contre. Mais voilà, non, pas de numéro de sécurité sociale, tout est gratuit. De toute façon, même les tests PCR sont censés être gratuits dans la plupart des villes, sauf si on veut avoir un test assez rapidement pour voyager, par exemple. Des fois, ça coûte entre 150 $ et 250 $. Mais voilà, c'est pour avoir un test luxe. J'ai vu également aussi dans leur stratégie vaccinale, en plus des hôpitaux ou des vaccinodromes, il y avait des supermarchés ou des drives. Est-ce que vous avez pu voir ça de vos propres yeux? Non, moi, personnellement, je me suis fait vacciner avec le Johnson & Johnson dans une pharmacie. Voilà, et évidemment, on a des gros centres de masse vaccination. On en a 3 dans la région de DC et le Maryland. Mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait des drive-in parce que pour les tests, déjà, ça existe. Je me suis fait tester dans ma voiture en drive-in. Sur New York, vous avez quand même quelques échos par rapport aux premières ouvertures des cinémas, des théâtres. Ça se passe bien? C'est quoi le zoom à l'heure d'aujourd'hui? New York, faut le rappeler, c'est quand même une ville qui a été très durement touchée. Et c'est vrai que nous, ce qui nous a marqué personnellement, c'était de voir que tous nos amis new-yorkais ont fui New York et que New York s'est retrouvé à moitié vide en quelques mois. Et je pense que ça, c'est impressionnant. On parle quand même de la ville qui ne dort jamais, sauf que bon, elle s'est un peu endormie pendant plusieurs mois. Et donc, c'est vrai que là, les New-Yorkais recommencent à respirer, puisque les restaurants, comme à Washington, les restrictions commencent un peu à s'assouplir. Et bien sûr, là aussi, les vaccins et la campagne de vaccination à New York est aussi très efficace. Donc, voilà, ce qu'on entend dire depuis New York de la part de nos amis, c'est que c'est très similaire à Washington, où on recommence à voir des gens. Si on est vacciné, on peut se voir même à l'intérieur dans la même pièce.
les gens ont beaucoup moins peur. Bien sûr, tout le monde porte le masque, même si on est vacciné. Le CDC a été très insistant là-dessus, parce qu'évidemment, aux États-Unis, et je pense que c'est lié aussi au rebond de cas de coronavirus aux États-Unis, c'est que quand on est vacciné, on pense que c'est la fête et qu'il n'y a plus besoin de porter le masque et qu'on peut se voir à 10 dans une maison, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc voilà, c'est un petit sens de fête retrouvé à New York, mais toujours en étant toujours en prenant des précautions quand on se voit entre amis. Allez-y, posez votre question. Alors, je veux savoir s'il allait avoir un passeport vaccinal qui allait se mettre en place comme en Israël, par exemple. Oui, donc le passeport vaccinal est un gros débat aux États-Unis, justement par rapport aux libertés, comme on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que les Américains sont très attachés à leur liberté et que de mettre un passeport vaccinal, ça enlèverait la possibilité de choisir de ne pas faire le vaccin. Donc évidemment, c'est là qu'on réentend tous les anti-vax des États-Unis qui sont vraiment contre un passeport vaccinal. Biden n'est pas forcément très favorable non plus au passeport vaccinal. Okay. Donc, ce que je vois très clairement, c'est que l'Europe pourrait très bien avoir un passeport vaccinal et les États-Unis dire, en fait, non, on n'en a pas besoin. Et il faudra faire avec. Comme troisième et quatrième invité de What News numéro 2, j'ai le plaisir d'accueillir deux maires de la région parisienne. Le premier, donc monsieur le maire de Poissy, Carl Olive. Bonjour. Et puis le second, Alexandre Touzet, maire de Saint-Yon, donc dans l'Essonne. Bonjour. Ce qui est bien, c'est qu'on a un maire d'une commune comme Poissy qui est de combien d'habitants ? 40 000 habitants. 40 000 habitants, d'accord. Et puis, Alexandre Touzet, qui est maire de Saint-Yon. 895. Déjà, on va commencer peut-être par le plus grand. Carl, monsieur le maire de Poissy, où en est la situation sanitaire dans votre commune ? D'abord, merci pour l'invitation et je salue mon collègue Alexandre. D'abord, je pense qu'on n'est pas des microclimats ni dans les Yvelines ni en Essonne et que la circulation du virus est réelle sur nos territoires franciliens. J'aime à dire que la porte d'entrée, vraiment la boussole sanitaire, elle est aux portes de nos centres hospitaliers. Aujourd'hui, on a paradoxalement des centres qui sont en forte tension, plus qu'il y a tout juste un an, notamment en réanimation médicale. Pour autant, depuis quelques jours, on a un tassement sur l'augmentation. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que j'ai encore visité cette semaine le service de réanimation médicale, puisque je suis vice-président du conseil de surveillance de l'hôpital Poissy-Saint-Germain, c'est que nous avons des patients qui sont jeunes, qui ont parfois 40 ans, qui ont parfois 35 ans. C'est la raison pour laquelle, plus que jamais, il faut absolument deux choses. Un, respecter les gestes barrières sur l'ensemble de l'espace public, à mon sens. Et deux, bien sûr, accélérer la vaccination. Mais avant d'accélérer la vaccination, c'est inciter celles et ceux qui peuvent se faire vacciner à se faire vacciner pour eux et pour leur famille. Alexandre, c'en est où au niveau de la ville de Saint-Yon ? Alors nous, on était sur une partie de l'Essonne qui, il y a encore, on va dire, deux mois, était plutôt privilégiée parce que on a une densité qui est beaucoup plus faible qu'au centre et nord du département et où donc effectivement la transmission était plus active. Mais depuis 2 mois, on atteint les mêmes niveaux et comme le soulignait Carl à l'instant, on a effectivement l'hôpital d'Arpajon qui est le plus proche de chez moi sous tension, enfin l'ensemble des hôpitaux de l'Essonne qui sont sous tension de façon uniforme et avec une difficulté supplémentaire. C'est vrai qu'on a du personnel hospitalier qui a été pendant une année extrêmement sollicité. On a pu, lors du premier confinement, faire revenir des retraités, effectivement mobiliser des personnels infirmiers du secteur libéral, mobiliser le secteur privé. Mais voilà, au bout d'un an, il y a quand même un épuisement en termes d'heures de travail et puis un épuisement aussi moral, psychologique, parce que c'est sous tension, c'est des personnes qui partent. C'est aussi des accompagnements des familles qui n'ont pas pu se faire à la normale, notamment dans le cadre du premier confinement. Et je pense que
il y a des blessures, il y a des fatigues pour ce personnel hospitalier que je tiens à saluer par son dévouement, son courage et sa présence absolue pendant cette période très difficile. C'est intéressant ce que dit Alexandre parce que on mesure pas à quel point nos personnels sont sous tension. Eux se sont pas demandé il y a un an s'il fallait ou pas plonger pour venir sur le terrain dans les services. Ils étaient confrontés à la mort au quotidien. Il se trouve que moi, mon épouse est directrice d'EHPAD, donc j'en sais aussi quelque chose. C'est intéressant ce que dit à juste titre Alexandre Touzet parce que aujourd'hui, on les sent fatigués, on les sent lassés. Et psychologiquement, c'est aussi un choc psychologique pour eux et leur famille. Mais Carl Olive, au niveau de la ville de Poissy, au niveau de la vaccination, est-ce que où en est-on au niveau des livraisons? Est-ce que vous manquez de vaccins sur Poissy? Moi, vous savez, je ne suis pas de ceux qui profitent de la situation pour en faire des basses causes politiciennes. Moi, je me plains pas de ce que je n'ai pas. Je savoure ce que j'ai. Et depuis le 7 janvier dernier, où on a ouvert notre premier centre de vaccination communale en France, hors hospitalier, on a toujours fait en fonction de ce que nous avions et on a été très pragmatique avec l'ARS. Je m'explique. Aujourd'hui, on est à peu près à 25 000 vaccinations depuis le 7 janvier. À ma demande, la semaine dernière, l'ARS a été très réactive avec le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, que je salue, puisqu'ils nous ont autorisé à ouvrir samedi et dimanche avec une ligne d'AstraZeneca pour le personnel enseignant, les ATSEM, les agents du périscolaire, vous voyez, tout le personnel du monde de l'éducation nationale et ses dérivés, si je peux employer cette expression, pour pouvoir faire en sorte qu'avant la rentrée, ils puissent se faire vacciner. Et comme vous ne m'avez pas encore posé la question, mais vous allez le faire sur l'AstraZeneca, l'hôpital de Poissy, c'est 3000 agents. Il y a 80% des agents de l'hôpital qui ont été vaccinés à l'AstraZeneca sans aucun effet secondaire. Votre serviteur l'a été il y a 1 mois et demi. J'ai eu aucune difficulté il y a 1 mois et demi avec ma casquette de président du conseil de surveillance. Alors vraiment, vaccinez-vous pour vous et votre famille, vaccinez-vous. Alexandre Touzet, au niveau de Saint-Yon, vous avez suffisamment de vaccins ou pas? Alors, nous, c'est vrai qu'il y a une forte demande parce qu'on est très proactif, très proactif au niveau des communes et c'est tout un système local qui a été mis en place. C'est les centres communaux d'action sociale des différentes communes en fait, qui ont appelé les personnes âgées, qui ont organisé le déplacement, puisque nous, il y a 2 centres de vaccination dans le secteur à proximité. On a organisé les déplacements, on les a motivés aussi pour qu'ils aillent se vacciner. Donc, on a des centres qui tournent à plein. Donc, si on a un peu plus de doses, on trouvera preneur sans problème. Mais on a été au fond, et je pense que c'est ça qui était important, au fond des personnels, enfin des personnes prioritaires, en fonction de l'âge ou de la profession, en utilisant tous les moyens possibles. On a notamment, en fait, dans toutes les communes, un fichier des personnes sensibles où elles s'autodéclarent. Ça a été le cas, c'est un fichier qui a été créé en France suite au problème de la canicule, mais dont les communes se servent régulièrement, que ce soit dans le cas d'un grand froid, dans le cas de la canicule, et qui nous permet en fait d'accéder aux personnes les plus vulnérables, soit en raison de l'âge, soit en raison d'une maladie particulière qui souhaitent nous déclarer. Donc c'est vrai que nous, on est à plein dans l'utilisation des doses parce qu'on a un travail fin qui a été fait au niveau du centre communal d'action sociale. Et les 2 centres, en fait, reposent sur des médecins, des infirmiers locaux, ce qui est aussi un gage de confiance. Et on a peut-être une différence, j'allais dire, avec les grands vaccinodromes qui sont peut-être plus anonymes et qui expliquent peut-être qu'il y ait une méfiance supplémentaire parce que souvent, nous, nos personnes âgées, quand elles se déplacent dans nos centres, elles rencontrent leurs propres médecins, leurs propres infirmiers. Et ce dialogue-là, il est extrêmement important pour surmonter vis-à-vis de certains vaccins qui ont pu être décriés, de surmonter les craintes. Et au niveau de la ville de Poissy, y a-t-il beaucoup de réfractaires? En termes de pourcentage, on a combien? Dites-moi, Carl. D'abord, on place l'humain au cœur de nos organisations et Alexandre a raison. De la même manière, j'ai une proposition pour ouvrir un 2e centre de vaccination communale. J'ai décliné, non pas qu'il y ait de la demande, évidemment qu'il y a beaucoup plus de demandes aujourd'hui que d'offres, mais il me semble que nous devons faire de la dentelle par rapport à nos administrés et faire en sorte que typiquement, un certain nombre de nos administrés, oui, découvrent que leurs propres médecins généralistes vont pouvoir leur effectuer qu'on appelle la visite pré-vaccinale, mais que dans cette fourmilière où 70 personnes se relaient,
Je pense évidemment aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières. Je pense également aux agents de la ville de Poissy, hein, je en dirai 2 mots tout à l'heure, mais également la réserve communale et citoyenne, où on a 220 bénévoles à Poissy qui vont se relayer, alors pour le coup chez Morissette, le centre de vaccination, mais typiquement en période de canicule pour aller faire des courses, en période de crue pour aider à déblayer un certain nombre de voies. Et ça n'a pas de prix. La réussite de nos centres de vaccination communaux humains et pas grandeur XXL repose justement sur ces bonnes volontés. Donc, on n'a pas de difficulté sur ce sujet. Après, peut-être à la différence d'autres collègues, et c'est pas du tout un jugement, moi, je ne me situe pas dans l'idée d'être frondeur par rapport à l'État, c'est-à-dire de dire on va quand même vacciner les moins de 55 ans, même si on ne nous en donne pas l'autorisation. Attention, on est dans un état de droit, c'est-à-dire que si demain Alexandre Touzet venait à autoriser quelqu'un qui a 28 ans se faire vacciner et qu'au sortir de son centre de vaccination ou du CCS, enfin, que j'ai bien compris qu'Alexandre avait trouvé quelque chose de très intelligent, et ça m'étonne pas, c'est d'aller vers les autres avec des solutions de locomotion. Mais si jamais, malheureusement, il y avait des effets secondaires pour une tranche d'âge qui n'avait pas l'autorisation, c'est le maire et celui qui tient la seringue qui serait responsable. En revanche, qu'Alexandre et votre serviteur, avec d'autres collègues maires, nous pesions de tout notre poids auprès du sommet de l'État pour dire il est temps d'élargir les populations prioritaires et d'abaisser l'âge à moins de 55 ans. Ça, c'est une démarche qui est différente, mais qui est pour atteindre le même objectif. Mais vous ne pensez pas que l'autotest aussi est une bonne solution? Parce que visiblement, il y a un gros problème. On a 400 000 autotests disponibles pour 11 millions quand même d'élèves là, depuis une semaine. Oui, et puis des informations vers nos établissements scolaires qui sont, on va dire, on a ce défaut-là, je pense, sur l'organisation du milieu scolaire. On a cette chance, et je veux dire une chance vraiment très importante par rapport aux pays étrangers, c'est qu'on a maintenu nos écoles maternelles et primaires ouvertes. Moi, j'ai pu le constater, alors que je suis maire d'une ville avec plutôt des catégories socio-professionnelles plus privilégiées que la moyenne. Hein. C'est pas Las Vegas, mais c'est quand même plus privilégié que la moyenne. J'ai vu quand même les dégâts du confinement des enfants qui avaient quand même décroché. Donc, on a une chance exceptionnelle, et je le dis parce que je le pense, d'avoir laissé le plus longtemps possible les écoles maternelles et primaires ouvertes. Néanmoins, la communication en direction des établissements scolaires, c'est un peu le dernier moment. Et ça, je pense que autant je suis comme Karl, je pense qu'il ne faut pas pratiquer dans sa période de crise le sport de la critique facile, de la contestation systématique, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer. On voit bien que même les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Donc, écartons l'idée qu'il y a une solution simple, il y a une solution idéale et que tout serait facile. Non, la crise est extrêmement complexe à gérer. Par contre, c'est vrai qu'on peut regretter que la communication en direction des directeurs d'école, en direction des maires, sur la question scolaire se fasse de manière très tardive. On peut imaginer que des protocoles soient envoyés au moins 4-5 jours avant, on n'est pas obligé de l'envoyer la veille. Voilà. Et là-dessus, je pense notamment la communauté éducative qui est quand même mise sous pression. C'est compliqué en ce moment pour la communauté éducative parce qu'elle doit répondre à des inquiétudes de parents et c'est tout à fait légitime. Elle doit répondre, moi je suis vice-président du conseil départemental. On a aussi des inquiétudes du corps enseignant qui sont très fortes. On voit dans les conseils d'administration qu'il y a une très forte tension à la fois des parents d'élèves qui souhaitent un maximum de garanties et c'est bien naturel, des enseignants qui souhaitent un maximum de garanties, c'est bien naturel. Donc c'est vrai qu'on est en attente d'une communication bien anticipée de l'éducation nationale pour pouvoir justement essayer de mettre en place ces protocoles, ces autotests de manière la plus sereine possible. Oui, parce que, à mon souvenir, vous êtes un groupe scolaire avec 3 enseignants sur la ville de Saint-Yon. C'est ça? Oui, on a un regroupement pédagogique en fait avec 3 villages. Il y a l'école maternelle est dans le village d'à côté avec 2 classes et nous on a l'école primaire avec 3 classes. Voilà. Donc c'est vrai que ça change complètement du paysage que peut connaître Karl, très constitué. Mais du coup, avec des directeurs d'école qui ne sont pas à plein temps. C'est-à-dire qu'ils sont les directeurs d'école ont une classe à côté, ils n'ont pas un plein temps. Donc toute l'organisation sanitaire de l'école, ils le font après la classe en fait. C'est 70 élèves, hein, c'est ça?
Oui, à l'école primaire, tout à fait. 70 élèves. Et vous, Karl, sur Poissy, comment ça se passe au niveau des établissements scolaires? Alors, c'est 2000 élèves. Rappelons quand même que en France, on dit souvent le chameau voit pas sa bosse, et que moi j'aime à dire qu'on est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Les tests PCR sont gratuits, ça coûte 120, 130, 140 € à l'étranger. Les autotests qu'on va avoir, alors je rejoins complètement ce que dit Alexandre, et ça, je ne crois pas si bien dire, puisque ce matin on a eu un coup de téléphone de l'inspectrice de l'Éducation nationale pour nous dire que la semaine prochaine, donc à partir de lundi, il y aurait des autotests pour le monde enseignant, et qu'il acceptait d'en faire partager aux ATSEM. Donc ça, c'est bien. Et qu'une fois par semaine, ils pourront s'autotester. Je dirais que c'est un outil comme le test PCR, comme la prise de sang, parmi d'autres, pour vaincre ce combat et faire reculer l'épidémie, si et seulement si, évidemment, on continue à avoir un rythme important en matière de vaccination pour atteindre ce qu'on appelle l'immunocollective, ce qui nous permettra en France de pouvoir circuler, pas comme avant ou presque, mais pas loin. On a 2000 élèves ici à Poissy, en élémentaire et maternelle, et on a les sujets qu'on peut rencontrer, mais l'anticipation, le travail de synergie avec l'éducation nationale, avec un préfet qui est encore une fois très facilitateur, fait que je ne demande pas systématiquement l'autorisation au ministère de la Santé ou directement au président de la République pour avoir à prendre nos responsabilités. Et je dis souvent au président de la République, mais merde, jugez-nous sur nos résultats, pas forcément sur la manière de les obtenir. Et dans ce pays, ça irait un peu plus vite si on arrêtait d'emmerder les Français. Robin, est-ce que vous avez Oui. donc une question à ajouter sur la thématique? Oui, bien sûr. Donc, c'est sur la campagne de vaccination. Donc, elle a commencé le 27 décembre 2020 en France. Moi, je voulais savoir comment ça s'est déroulé pour vous. Quel mois vous avez reçu les premières doses de vaccin et est-ce que vous en avez reçu en quantité suffisante? Alexandre Touzé. Alors nous, ça a mis un peu de temps puisqu'il y a eu des centres de vaccination qui ont plutôt été mis les premières semaines en place dans le nord du département qui est plus dense. Pour schématiser, en Essonne, on a une partie nord qui est très dense autour du plateau de Saclay, et puis en descendant un peu, Juvisy, Corbeil-Essonnes, et puis il y a toute une partie autour d'Étampes qui est beaucoup plus rurale, où là on a pris un peu le temps avant d'ouvrir les centres de vaccination, puisqu'on n'avait pas l'autorisation, en fait. On avait les infrastructures, mais on n'avait pas l'autorisation du préfet. Donc, on a démarré 15 jours plus tard, avec la lenteur qu'on a pu constater partout. Je pense, avec un constat, je pense que beaucoup de maires font, je pense et Karl vient de le relever avec justesse, on n'a pas fait assez confiance au tissu local. Et on a tous, en fonction de la diversité de nos communes, des richesses qu'on peut mettre en place. Je vais dire, même le protocole, on n'était peut-être pas obligé, après le premier déconfinement, de nous envoyer un document de 70 pages. Je pense qu'on pouvait très bien, localement, trouver le médecin, l'infirmière, essayer de trouver des solutions intelligentes, adaptées. Vous n'avez pas un groupe scolaire qui se ressemble. Et donc, appliquer le même protocole scolaire partout, un protocole scolaire de 70 pages, on amène justement les élus et la communauté éducative vers des difficultés importantes parce qu'il n'y a aucun établissement scolaire qui se ressemble. Donc, peut-être qu'il aurait été important d'avoir quelques règles précises, quelques notions précises, et puis après, à nous le décliner. Sur la vaccination, on voit bien que voilà, ça reprend une vitesse de croisière avec une vraie difficulté, je pense, en termes d'organisation administrative. Et moi, je ne souhaite pas faire, encore une fois, de procès. Je pense que ce n'est pas la période. Mais je pense qu'on aura, après la crise, une nécessaire réflexion sur l'organisation administrative. Aujourd'hui, on a mis en avant l'ARS, qui n'est pas une organisation, on va dire, de logistique, qui n'est pas une organisation de terrain. L'organisation de terrain, c'est le préfet et les maires. On gère tout ensemble. On gère les accidents de circulation, on gère les feux de forêt, on gère les rassemblements, les manifestations. On a l'habitude de travailler ensemble et on est des généralistes. Et le généraliste, il est capable d'aller voir le médecin de sa ville ou les médecins de sa ville, l'hôpital, d'aller voir chez Karl sa très belle réserve citoyenne, chez moi le CCAS,
Et on est capable, parce qu'on est généraliste et parce qu'on voit les gens tous les jours, d'organiser cela. Et je pense que l'ARS n'est pas en mesure, ce n'est pas le bon outil pour mettre en place tous les dispositifs pendant la crise sanitaire. Et je pense qu'il nous faut retrouver une organisation. La gestion de crise, ça relève du ministère de l'Intérieur et du maire, je rappelle, qui est aussi un agent de l'État. Et il a ces deux fonctions, il est à la fois maire représentant des habitants et il est aussi maire agent de l'État. Et c'est pour ça que le couple maire-préfet, je rajouterais aussi le travail qui est fait en commun avec nos deux grandes collectivités, les départements et la région, qui nous ont aussi beaucoup aidés. Et je voudrais vraiment saluer François Devoix-Auvray et Valérie Pécresse, parce que c'est un vrai travail de fond. Il y a, en termes d'équipement, en termes de tests, en termes de masques, on a pu faire un travail que je souhaite saluer et remercier parce qu'on a eu de la part du département et de la région vraiment une aide significative. Karl, Olive, vous avez quelque chose à ajouter à ce que vient de dire Alexandre? Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit bien quand vous avez des maires qui sont des fantassins de la République, qui sont des catalyseurs et je dirais des chefs de chantier. On est capable de bousculer des montagnes. Encore faut-il s'appuyer et faire confiance. Et pendant longtemps, c'est vrai, je dirais que pendant 3 ans, on était plutôt sur de la défiance plutôt que de la confiance. On était plutôt sur de l'imposition, là où on souhaitait du partage. On était plutôt depuis le sommet de l'État vers le terrain plutôt que du terrain vers le sommet de l'État. Et on s'aperçoit que ça change parce que, et disons-le, le président de la République s'est enfin rendu compte que nous étions, comme le disait à l'instant Alexandre, des généralistes. Et personne ne connaît mieux le terrain, les administrés, que celles et ceux qui sont en prise au quotidien avec eux. Moi, je me souviens que le président de la République, lorsqu'il vient à Poissy visiter le groupe scolaire, il y a 1 an maintenant, pour les enfants des personnels soignants qui fonctionnaient depuis 3 mois. Auparavant, je lui dis, mais plutôt, Président, que tu ailles voir ce qui va fonctionner, viens plutôt voir ce qui fonctionne depuis 3 mois et pour lequel on n'a eu aucune difficulté. Et je me souviens de lui avoir dit ceci parce qu'on a eu un éclat de rire tous les deux quand il est arrivé à Poissy. Je lui dis, tu sais, s'il a fallu que je respecte ton protocole sanitaire à la con de 60 pages, il n'y a pas une école de France qui serait ouverte. C'est ce que vient de dire Alexandre. Alors, Alexandre avec les mots qui sont les siens. Je le dis de façon crûment parce que il me semble qu'à un moment donné, il faut qu'on respecte les Français, qu'on respecte celles et ceux qui connaissent vraiment la réalité du terrain, ce qui est vrai pour les centres de vaccination, l'a été aussi pour l'ouverture de nos centres scolaires, l'a été pour l'achat des masques. Le matin, je me souviens, on récupérait des masques du conseil départemental pour nos collèges et l'après-midi, on récupérait des masques pour nos lycées avec les équipes de Valérie Pécresse. Donc, c'est vrai que c'est un travail complémentaire. Encore une fois, on n'était pas à côté de l'État, pas derrière l'État. On était avec l'État parce que nous sommes des agents de l'État et encore une fois des catalyseurs. Vous savez, sur le terrain, les Français s'en tamponnent complet de savoir si c'est une politique de gauche ou de droite. Ils veulent une politique concrète. Et donc, ce qu'ils souhaitaient, c'est avoir des masques. Moi, quand je fais un investissement de 200 000 euros dès le début du mois d'avril pour acheter des masques français parce que je souhaitais maintenir l'emploi, je ne me suis pas demandé si mes masques allaient être remboursés. On l'a su 3 semaines après. Et tant mieux, on a 50% qui a été remboursé par l'État. Mais on ne peut pas tout attendre de l'État. C'est Kennedy qui le disait. Ne te demande pas ce que peut faire l'État pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. En l'occurrence, pour nos collectivités et les administrés. Et vous reconnaissez quand même qu'il y a eu beaucoup de couacs et d'incohérences dans les mesures qui ont été prises depuis 1 an. Non, mais M. Pinard, c'est pas… là, on parle d'une pandémie sans précédent. Enfin, je veux dire, si c'est pour donner l'arrivée du tiercé après la course des chevaux, il y a que Garcimore qui était capable de faire ça. Quand on a des épidémiologistes comme Martin Blachier qui viennent sur les plateaux de CNews ou sur Europe 1 annoncer que M. Olivier Véran, notre ministre de la Santé, bloque des stocks d'autotests depuis 2 mois, forcément qu'on se pose des questions et on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? J'aimerais bien que de temps à autre, les médecins arrêtent de se prendre pour des politiques et que les politiques arrêtent de se prendre pour des médecins. Depuis 1 an, Alexandre le disait tout à l'heure, il y a une cacophonie politique de gauche comme de droite, où un jour on nous dit c'est une petite grippette, où le lendemain on nous dit il faut absolument porter les masques, le surlendemain on nous dit non, finalement les masques il ne faut pas les porter à l'extérieur, et puis de la même manière les sachants nous ont fait le même numéro de claquettes, 1 pas en avant, 2 pas en arrière, et à l'arrivée c'est comme le sucre dans le café, plus vous cherchez, moins vous trouvez la réponse.
Je pense que sur le terrain, les Français ont besoin d'avoir une communication qui soit une communication fluide. C'est celle qu'ils vont trouver, par exemple, auprès de leur maire. Quand le maire dit quelque chose, en général, on est plus ou moins écouté. Quand le médecin vous dit quelque chose, si le médecin vous dit « Monsieur Pinat, je me suis fait vacciner », bah, peut-être que vous allez vous faire vacciner. Parce que moi, je crois à la force de l'image. C'est la raison pour laquelle, dès le mois de décembre, j'avais proposé de signer un manifeste pour inviter les maires, quand ils le pourraient, à se faire vacciner, parce que je crois à la force de l'incitation. À l'époque, il y avait 6 Français sur 10 qui ne voulaient pas se faire vacciner. Aujourd'hui, il y a près de 7 Français sur 10 qui souhaitent se faire vacciner. Donc, je pense un petit peu de clarté, que chacun soit humble et balaye devant sa porte, et qu'on fasse encore une fois, on se fasse confiance. Et on a besoin d'avoir des unions sacrées. Vous savez, à un moment donné, la concorde nationale, elle doit exister. Là, on ne parle pas d'une petite entorse de la cheville ou d'avoir le poignet foulé. On parle quand même d'une épidémie avec des centaines de milliers de morts. Donc, c'est des choses qui sont sérieuses. Monsieur le maire de Saint-Yon, Alexandre Touzet, vous partagez… Je pense qu'il y a des erreurs qui sont inévitables dans une gestion d'une telle crise. Je pense que ce qui a manqué, il aurait pu y avoir davantage de confiance au secteur local. Ça, je pense que mais c'est quelque chose qui est structurel et je pense qu'il y a une évolution de l'État qui va même au-delà du président de la République, qui est dans la formation des fonctionnaires d'État. Enfin, il y a beaucoup de choses à changer parce qu'on croit ces défauts pas uniquement dans la gestion de la crise sanitaire. Si on n'avait que ces défauts du centralisme démocratique à la française, que pour la crise sanitaire, ça irait bien, mais je pense que c'est un problème assez général. Et je pense aussi ouvrir au débat. Moi, je ne suis pas très fan des décisions prises en Conseil de défense. Alors, je comprends la question de la gestion du risque pénal et du secret défense, mais je pense qu'on aurait pu peut-être davantage faire participer tous les corps intermédiaires. Je veux dire, on a des syndicats, on a des entreprises, des représentants des entreprises, on a des associations d'élus locaux. Je pense qu'on aurait pu davantage associer l'ensemble des partenaires. Demain, la vaccination, elle se fera, je pense, et j'espère, dans les entreprises aussi. Dans les grandes entreprises, je pense, peuvent être des centres de vaccination. On voit bien que je trouve qu'à titre personnel, on ne fait pas assez de prévention. Et ça va être un enjeu, je pense, des semaines à venir, de dire oui, on libère parce que c'est strictement nécessaire. On voit bien qu'il y a une partie de la population qui n'en peut plus. On a une partie de la population qui ne respecte plus en fait les règles et qui prend davantage de risques. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'interdiction, par exemple, des terrasses de café, ça se traduit par des rassemblements de jeunes dans des studios. Donc, on voit bien qu'en fait, la règle, maintenant, parce qu'elle n'est plus admise, elle se retourne contre son objectif. Mais donc voilà, nécessité vraiment de faire participer tout le monde et d'avancer très fortement sur la prévention, parce que si on n'avance pas sur la prévention, y compris, moi je pense qu'on pourrait mettre en avant notre jeunesse, parce que sur les quais de Seine, si on avait des jeunes qui allaient voir d'autres jeunes, je pense que ça marcherait, ça pourrait fonctionner, voilà. Et puis on leur donnerait un petit job parce qu'ils ont tous besoin de bosser en ce moment. Remarque par rapport à ce que vient de dire Alexandre, si je peux me permettre, le premier sur, vous voyez l'évolution du rôle des maires et l'évolution aussi des gouvernants par rapport aux maires. Il est intéressant de noter qu'en un mois et demi, le président de la République a rencontré à 3 reprises une trentaine de maires, 10, ce qu'il n'avait pas fait quasiment depuis bientôt 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'on est un certain nombre. Alors, il se trouve que je suis président de Génération Terrain, qui est une association que j'ai créée en 2017, justement, pour être au-delà des postures idéologiques, plutôt se nourrir des expériences de terrain, ce que fait très bien Alexandre dans son beau village de Saint-Yon. Et je pense qu'à l'avenir, nous allons être plus que jamais des prescripteurs qui seront des sérums de vérité par rapport à la réalité, encore une fois, du terrain. Et cette réalité du terrain, c'est aussi le moteur de notre beau pays. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Pour adosser cela, on parle actuellement de la réouverture à la mi-mai des terrasses. Mais moi, j'ai décidé typiquement d'autoriser l'extension de toutes les terrasses et la création de nouvelles terrasses sur l'espace public à l'euro symbolique. Là où, typiquement, la ville de Paris a décidé de facturer. Enfin, à un moment donné, les commerçants qui sont des créateurs de richesses, qui ont 75% de chiffre d'affaires en moins en un an, sont à même de, entre guillemets, se refaire un tout petit peu la cerise à 60%.
en opérant sur leur terrasse. Je pense que voilà, ça, c'est des choses qui sont pragmatiques. Ça sort pas des bureaux, ça sort pas quand on a fait Bac+12, ça sort quand on est sur le terrain et qu'on est à l'écoute justement de ces commerces, petites et moyennes entreprises. Quelque chose à ajouter à ce que vient de dire Carl-Olive? Oui, puis je pense qu'on pourrait peut-être distinguer ce qui est de la politique vaccinale, qui bien sûr doit être pensée au niveau national, parce que c'est à la fois des contrats avec des entreprises et on n'imagine pas que chaque mairie négocie, voilà. Et puis la politique de prévention, qui je pense, elle, pourrait être davantage décentralisée, puisque voilà, c'est un marché qui est totalement ouvert, il y a un approvisionnement, et je pense qu'on pourrait avoir des approches soit régionales, soit départementales, d'une plus grande efficacité, bien sûr avec une homologation des produits utilisés. Mais on voit que la machinerie est extrêmement lourde pour faire de la prévention. Voilà. Et moi, je pense que le dernier kilomètre, c'est le maire, c'est le préfet, et qu'en fixant un cadre relativement souple, je le disais tout à l'heure pour les protocoles, on peut faire, à mon avis, moi, un bon protocole, c'est 2 pages. C'est des règles, c'est des principes, c'est 2 pages. Et après, on se met avec le médecin ou l'infirmier scolaire, le ou la directrice d'école, le maire, et puis on trouve des solutions qui respectent ces grands principes. Et la même chose sur la prévention, on fait venir le médecin de la commune, on fait venir des personnes du centre hospitalier. Voilà, on revient sur des solutions locales. Je pense que la prévention, ça peut être vraiment la fonction du maire. On adapte encore une fois la sociologie, puisque nous, on voit bien, par exemple, que dans notre département, les taux de contamination étaient différents selon qu'on soit en secteur dense ou pas en secteur dense, selon le type de population que l'on a qui respecte plus ou moins les gestes barrières, mais aussi la population qui est plus ou moins exposée. Parce qu'on voit, par exemple, en Seine-Saint-Denis, qu'on a beaucoup de gens qui sont très exposés en raison de leur métier. Je pense aux caissières, je pense aux femmes de ménage, je pense aux livreurs. Et donc, ces stratégies de prévention, il faut vraiment faire de la dentelle. Et ça, c'est le rôle des collectivités locales avec une cohérence globale qui est apportée par l'État. Ça a été un grand plaisir de vous accueillir, Monsieur le maire de Poissy, Carl-Olive, et Monsieur le maire de Saint-Yon, Alexandre Touzet. Un grand merci, Nastasia. Un grand merci à Antoine merci aussi. Un grand merci aussi à Robin, qui sont mes chroniqueurs. Et on espère qu'on aura forcément des bonnes surprises le 15 mai prochain. Voilà, je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine revue de presse de What News. Encore merci de nous avoir suivis et puis à bientôt. Ça marche. Yeah.